Bonsoir, bonsoir, merci. Veuillez nous excuser pour ce petit retard de démarrage. Mais allons-y. Donc on va demander à tous de s'installer et nous allons commencer cette belle soirée. Donc mesdames et messieurs, chers candidats qui sont en coulisses pour le moment, il fallait être certes un petit peu fou pour rater cette occasion. Donc nous n'avons pas voulu être fous parce qu'à la Jeune Chambre nous le sommes souvent. Et nous avons saisi l'opportunité de cette année électorale pour pouvoir échanger avec les concitoyens, avec les candidats et échanger via les réseaux et avec vous, cher public. À la Jeune Chambre, nous prônons des valeurs d'échange et de partage. Ces valeurs d'humanité, on les retrouve partout dans le mouvement, un mouvement mondial constitué de un petit peu plus de 200 000 membres. En France, c'est 1500 répartis dans 130 associations locales, donc partout sur le territoire. Et ces associations mènent des actions autour de 5 piliers. Agir pour l'emploi, préserver la planète, aménager le territoire, développer l'économie et être solidaire. Alors à la Jeune Chambre de Laval, cette année, nous sommes 40 membres de tous horizons professionnels. Nous nous sommes donnés pour mission en 2020 d'être des initiateurs d'actions citoyennes. Et nous allons donc animer notre cité lavalloise durant toute l'année avec 6 actions. La première, c'est ce soir, vous y êtes, ce sont les entrevues citoyennes. Merci d'être là. La seconde, c'est l'événement qui précède l'été et que vous attendez, j'en suis sûre, tous. Alors notez dans vos agendas, 27 et 28 juin, je veux bien sûr parler des OFNIJEC qui cette année seront aux couleurs des Jeux Olympiques. Hey ho, on retourne au boulot. Oui, merci au directeur de commission de trouver des noms très sympas à présenter devant tout le monde. Donc, on retourne au boulot va tout simplement s'attacher à essayer de remettre en relation de jeunes retraités qui ont encore du jus à donner et des entreprises qui ont du mal à recruter pour absorber des pics ponctuels ou former et transmettre. On parle d'aménagement du territoire. On a la chance d'avoir une magnifique rivière, la Mayenne. Et donc, avec la commission My Project, nous avons pour ambition de faire découvrir aux touristes la biodiversité de la Mayenne. Andy Break, et moi. Eh oui, les noms, je vous l'ai dit. Oui. Andy Break, ça s'inscrit dans la démarche de Mayenne inclusive et donc ça vise à aider les aidants qui souvent sont dévoués aux personnes en situation de handicap qu'elles aident et malgré tout souvent oubliées. Donc Andy Break a vocation à essayer de trouver des solutions en commençant par une phase d'enquête et peut-être après un beau projet. Et enfin, dernière commission, alors ça va certainement vous rappeler de très très bons souvenirs, c'est la commission Énergie CE qui s'est donnée pour mission de cartographier l'ensemble des façades des bâtiments lavallois pour savoir si ceux-ci perdent de l'énergie. Donc il y a une dizaine d'années, on avait mené à Laval la commission Gisolou qui avait été un très très grand succès et on espère qu'on aura ce même succès cette année avec Énergie CE qui va vous proposer un espèce de Google Street View de la déperdition énergétique dans Laval et probablement un salon pour expliquer aux Lavallois les aides auxquelles ils ont droit en termes d'isolation. Alors la Jeune Chambre, c'est un petit peu politique puisque finalement toutes les actions qu'on mène sont souvent en relation avec le territoire et donc avec nos élus, mais surtout c'est non partisan. On essaie de travailler avec tout le monde en bande d'intelligence dans le bon sens commun. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu mener les entrevues citoyennes qui aboutissent finalement ce soir à ce débat. Et donc il y a d'autres jeunes chambres qui mènent ces entrevues. Effectivement, sur le territoire national, nous sommes 28 jeunes chambres à mener ces entrevues citoyennes, alors sous des formes différentes. Certains n'ont fait que des vidéos, d'autres n'ont fait que des débats, d'autres comme nous ont tout fait. C'est une action qui a été initiée pour la première fois en 2007 et qui depuis se perpétue à chaque rendez-vous électoral. Et donc cette année à Laval, on l'a fait en 3 temps. Le premier temps, alors le premier temps, c'était une plateforme participative. Nous vous avons proposé sur le site idcitoyen.fr de poser vos questions et de voter pour les thématiques sur lesquelles vous souhaitiez que les candidats interviennent. Le temps numéro 2 ? Eh bien, le temps numéro 2, vous en avez eu un aperçu en préambule de cette soirée. Nous avons rencontré
les 4 candidats qui se sont prêtés au jeu de l'interview. Nous avons confectionné ces vidéos et elles tournent sur les réseaux sociaux et sur le site idescitoyens.fr depuis le 2 mars et ce jusqu'à l'élection du 15. Et le tour numéro 3? Eh bien, c'est ce soir, nous y sommes, le grand débat citoyen. Donc dans une semaine, vous allez avoir à choisir parmi 5 listes pour vous représenter dans les 6 années à venir. 4 d'entre elles sont présentes ce soir. Évidemment, les 5 étaient invités. Et donc, nous allons maintenant les accueillir sur scène et commencer le débat. Donc, la première liste qui va nous rejoindre sur la gauche, Laval en avant, menée par Jean-Michel Cadena. Alors, la liste Laval en avant, c'est constituée avec des Lavallois ne venant pas du monde politique traditionnel. Néanmoins, leur démarche s'inscrit dans une réelle volonté de s'impliquer dans la vie de la cité et de gérer les dossiers avec la vision d'un usager qui connaît et subit les difficultés du quotidien. Tous ont à cœur d'accompagner Laval dans la modernité et le progrès, sans oublier son histoire. La liste Demain Laval Ensemble, menée par Florian Berco. Liste de gauche citoyenne, porteur d'un projet conjuguant justice sociale et responsabilité écologique. La liste Laval Passionnément, menée par Didier Pillon. Une liste d'union du centre et de la droite, composée pour moitié d'adjoints et de conseillers municipaux et pour moitié de Lavallois qui n'ont jamais eu d'engagement électif. La liste Laval Écologique et Solidaire, menée par Isabelle Aymon. Isabelle Aymon est conseillère municipale, tête de liste de Laval Écologique et Solidaire, liste de gauche soutenue par EELV, le PCF, Génération, GRS, le PRG et de nombreux militants associatifs. Et surtout, nous tenons à tous vous remercier, que ce soit les têtes de liste, mais aussi les colistiers, parce que quelles que soient nos sensibilités politiques personnelles, eh bien finalement, merci à tous de vous investir pour la ville, pour le territoire, parce que ça demande beaucoup d'énergie et quelles que soient ses opinions, on se doit de respecter cet investissement que vous faites. Alors, comme vous le savez, une campagne électorale répond à des règles très strictes, notamment en matière d'équité du temps de parole. Et à la Jeune Chambre, nous tenons au respect de ces règles et nous tenons au respect de chacun, quelles que soient ses convictions. C'est pourquoi, ce soir, nous allons imposer à nos candidats de nous répondre en 1 minute seulement. Donc, à chaque question, ils auront 1 minute pour répondre. Une fois la minute écoulée, le micro sera coupé. Donc, ils sont prévenus et sont prêts. Bon, il y a une petite exception toutefois. Au démarrage, chacun va présenter son programme et là, il aura 2 minutes. Alors, pour que cette soirée soit la plus riche possible, nous l'avons concoctée en 3 temps. Temps 1, Émilien ? L'intro, en 2 minutes. Le temps 2. Chaque liste est interrogée par nous-mêmes sur des éléments de leur programme. Et le temps 3. Eh bien, une petite pause de 10 minutes pour recueillir vos questions du public. Un jury va tout simplement les collecter, les dédoublonner et s'assurer que ce sont des questions sur le fond. Et ensuite, les questions jugées les plus pertinentes par ce jury de la Jeune Chambre seront posées aux candidats. Alors, vous avez tous trouvé sur vos chaises des petits papiers et des crayons. Ils ont pour but de vous permettre de poser les questions qui seront sélectionnées pendant la pause par des membres Jeune Chambre et posées à la suite aux candidats. On ne pourra bien évidemment pas poser aux candidats l'ensemble des questions parce que vous êtes nombreux et donc on y passerait la nuit. Donc, on sélectionnera quelques questions et par contre, si les candidats le souhaitent, ils pourront consulter quand même l'ensemble des questions qu'on tiendra à leur disposition. Un petit détail, vous avez vu, ils ne sont pas tout seuls. En fait, ce soir, on va débattre avec les colistiers, puisque tout simplement, nous n'élisons pas le maire, mais le conseil municipal. Et donc, ce débat ne s'adresse pas uniquement aux têtes de liste, mais bien à l'ensemble des listes. Alors, on rappelle que ce débat se veut avant tout citoyen. Et nous voulons qu'il se déroule en toute bienveillance. Nous y avons travaillé et l'ensemble des candidats a été associé à cette préparation. Nous demandons donc à chacun, que ce soit les candidats ou vous, quand vous poserez des questions, de débattre plutôt sur le fond et sur la réalité des programmes. Toutes les questions malveillantes ou ciblant une personne en particulier seront d'emblée écartées. Et nous allons bientôt commencer, mais juste avant de démarrer, nous souhaitons simplement remercier les quelques partenaires qui ont rendu cet événement possible, car nous avions très très peu de moyens.
D'ailleurs, vous verrez sur les petites fiches, nous faisons un petit appel aux dons puisque à date, il nous reste 380 € à notre charge et donc un petit don sur WhatsApp ou sur le Hello Asso ou ce genre de choses, ça peut beaucoup nous aider et nous vous en remercions. Donc, Alors, parmi nos partenaires, donc la ville de Laval, pour la mise à disposition de la salle polyvalente, la société AGEP Sécurité qui nous garantit ce soir la sécurité de la salle et notre sécurité à tous. et la société Darras qui nous a fourni le mobilier, un mobilier conçu et fabriqué en Mayenne. Je vous présente Julie Boisseau, présidente de la Jeune Chambre économique de Laval. Et je vous présente Émilien Tréhé, directeur de commission Les Entrevues citoyennes. Monsieur Cadenas, à vous la parole pour votre intro. Il est pas allumé peut-être. Bon. Allô, allô. Allô. Allô, allô. Oui. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors, on m'a donné 2 minutes pour présenter rapidement la liste. Et en fait, vous avez, comme moi, pu constater en France ces dernières années une recomposition de la vie politique, avec un effacement des partis traditionnels et un nouveau clivage, une nouvelle bipolarisation qui arrive dans ce pays entre ce qu'on appelle les nationaux, puis les mondialistes. Alors les nationaux que nous sommes, nous pensons que la nation est encore le cadre le plus protecteur pour les citoyens, par opposition aux mondialistes qui, eux, préconisent le tout libéral, l'économie débridée, avec des conséquences qui sont néfastes pour notre économie, notamment souvent la concurrence déloyale, le dumping social. Alors dans ce cadre-là, dans cette nouvelle recomposition politique, le Rassemblement national apparaît comme un pôle d'opposition à Macron qui, lui, symbolise parfaitement le mondialisme. Alors nous avons décidé de nous présenter à Laval pour rassembler éventuellement les Lavallois qui vont soutenir nos propositions, mais nous abordons cette élection dans un esprit totalement ouvert, dans un esprit constructif, avec l'envie de construire avec les autres, même ceux qui ne sont pas de notre avis. Nous voulons faire entrer Laval dans la modernité sans oublier ses racines. Alors évidemment, par rapport aux autres, si vous voulez, par rapport aux autres candidats, notre famille politique n'a jamais été aux affaires ni à la gestion de la ville. Nous avons donc un œil tout neuf sur la gestion de la société lavalloise, mais également nous avons une particularité, c'est que nous sommes totalement imperméables au politiquement correct. Alors, la trame qu'on m'a donnée, c'est aussi de vous indiquer ce qui va, les temps forts et les axes d'amélioration. Les temps forts, je dirais, d'abord l'économie. Vous savez que nous allons évoluer pendant les 3 premières années de la mandature dans un environnement économique contraint. On aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, on voudrait permettre aux Lavallois... Et oui, le temps est écoulé, Monsieur Cadenas, désolé. Nous passons la parole à Monsieur Berco pour la liste Demain Laval Ensemble. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs. Merci à la Jeune Chambre économique pour l'organisation de ce beau débat démocratique. Moi, je vais commencer par me présenter, puisque je suis tout nouveau ici dans le monde politique. Donc, je suis Florian Berco, je suis un jeune trentenaire. J'ai grandi à Laval, j'ai été au collège Sainte-Thérèse. Laval et la Mayenne, c'est le terrain de mes premiers engagements politiques depuis 2012 en tant que militant. J'ai décidé de vivre à Laval avec ma femme, Flora Gruau, pour y fonder une famille, y voir grandir mes enfants. Et c'est aujourd'hui pour ça que je m'engage. J'ai la chance d'être en parallèle chef d'entreprise. Je dirige une société de 10 personnes qui m'a permis de savoir manager, gérer une équipe. Et j'évalue les entreprises, notamment les entreprises innovantes, en regardant les aspects financiers, mais aussi les aspects humains et environnementaux. Au-delà de ça, et c'est un projet d'une équipe que je porte pour Demain Laval Ensemble, j'ai la chance d'avoir réuni autour de moi des compétences, des hommes et des femmes pleinement engagés, ancrés dans la vie lavalloise, dans le monde associatif, dans le monde des entreprises, et qui ont envie, cheville au corps, de faire avancer leur ville dans la solidarité, dans le dynamisme. Fort de ça, nous portons un projet. Ça fait maintenant plus de 8 mois qu'on est en campagne électorale, qu'on a co-construit un projet qui conjugue justice sociale, responsabilité écologique et qui donne la priorité au quotidien des Lavallois. Et c'est fort de cette consultation des Lavallois que nous avons menée par nos ateliers participatifs, par la consultation en ligne que nous avons pu mener, que nous portons fièrement aujourd'hui ce projet de Demain Laval Ensemble.
Et je compte demain incarner ce projet avec cette équipe en étant un maire à l'écoute, disponible et au service de tous les Lavallois, quel que soit leur quartier, quelles que soient leurs origines sociales. Merci. Monsieur Pillon, oui, vous pouvez prendre ce micro-là. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Didier Pilon au nom de Laval passionnément. Déjà, le titre de la liste montre à quel point nous sommes attachés à Laval et que nous aimons cette ville. Ville dans laquelle je suis né, où j'y ai fait toutes mes études de la maternelle au lycée et où j'ai rencontré mon épouse Isabelle et où nous nous sommes mariés. Cette ville de Laval, je ne pensais pas au départ être candidat pour être maire. Lorsque le 2 décembre, François Zocchetto nous a annoncé qu'il ne repartirait pas, ça a été la sidération dans notre équipe. Nous avions deux possibilités. La première, de faire appel à un candidat parisien hors sol, ou au contraire, de faire appel à quelqu'un de très attaché à Laval. Et j'ai eu la chance et l'honneur d'être désigné pour conduire cette liste. Cette liste, je l'ai bâtie pour deux raisons. D'abord parce qu'il fallait incarner la continuité du travail déjà entrepris. Je pense à certains équipements importants comme la gare, comme le quartier Ferrier, comme Espace Mayenne, mais il fallait également apporter une nouvelle touche parce que je crois que la société a totalement évolué. C'est pour ça que cette liste, elle est constituée à la fois pour moitié de gens qui étaient déjà expérimentés, qui pourront reprendre les dossiers très vite, et puis également de jeunes colistiers. J'ai de nombreux trentenaires qui nous montrent à quel point nous devons travailler pour une ville solidaire, une ville où il faudra trouver des réponses à ceux qui sont seuls, aux femmes notamment, qui sont parfois seules. Une ville où il fera bon vivre, une ville verte. Et j'ai décidé avec l'équipe de pouvoir installer, construire 4 nouveaux parcs urbains. Une ville où les transports également seront à l'instar de ce que vous voulez aujourd'hui, avec des bus qui seront repensés, avec des pistes cyclables notamment qui seront bien protégées, et enfin une ville innovante et entreprenante. On a la chance d'avoir des projets de technocampus, on a Laval Virtual, et bien c'est tous ces merveilleux atouts que nous devons développer, et c'est véritablement avec passion qu'avec tous mes colistiers qui représentent la société. Merci, Monsieur Pilon, pour la liste Laval passionnément. Nous passons la parole à Madame Isabelle Aymon pour la liste Laval écologique et solidaire. Bonsoir, Mesdames. Bonsoir, Messieurs. Merci aux organisateurs de la Jeune Chambre économique. Je ne parlerai pas de moi. Je suis juste une tête de liste. Nous avons une ambition, rendre Laval une ville exemplaire, une ville de référence en matière d'écologie et de solidarité. Nous sommes déçus, en effet, du territoire dans lequel nous vivons actuellement, désert médical, méconnu. Quand on cite Laval, on ne sait pas où le placer sur une carte. Nous avons envie que Laval existe à part entière. Notre ville est riche de sa rivière, de son patrimoine architectural, de ses parcs, riche de son tissu associatif, de son pôle de réalité virtuelle, des artisans, des commerçants, des PME, des entreprises d'envergure internationale. C'est un potentiel économique qui est une véritable valeur ajoutée. Alors que nous reste-t-il à faire dans tout cela, puisque nous avons tous les ingrédients de la réussite? Eh bien, à orchestrer. Il nous reste à ramener du vivant, à ramener du végétal, de la biodiversité, là où le minéral, le bitume nous écrase quelque peu, à retisser du lien social. C'est essentiel. Des tensions rongent nos sociétés et nous voulons meilleure accessibilité, plus de transports en commun améliorés, des mobilités douces, une facilité d'accès au logement, une qualité d'alimentation. Quoi d'autre encore? L'insertion par l'activité économique. J'en oublie certainement, bien sûr, l'énergie, réduction des consommations. Ce soir, nous allons découvrir tout cela ensemble et je suis très heureuse de voir que notre projet vert, qui nous tient à cœur depuis longtemps, apparaît maintenant dans à peu près toutes les listes. Les idées sont transverses. C'est extraordinaire. Nous étions les premiers à sortir notre programme. Merci. Merci à tous pour cette présentation.
Alors nous allons passer aux questions et ce sont des questions sur les programmes des candidats pour pouvoir approfondir certains points et savoir finalement ce que pensent les candidats les uns des autres des programmes adverses. Et on voit certains convergent. D'ailleurs tous, on peut considérer de sujets acquis. Il y aura un skatepark à Laval. On ne sait pas encore où. Ça, quelque part, les urnes le dicteront un petit peu. La place du 11 novembre va changer. Il y aura une préférence pour le sourcing local dans les cantines. Ça, ce sont des choses acquises puisque l'ensemble des programmes l'évoquent. Et maintenant, rentrons dans le débat, dans les questions, pour savoir un petit peu se faire votre opinion vous-même. Alors, nous allons commencer ce débat en abordant des points communs de vos programmes pour vous permettre à vous de pouvoir identifier les points de différence ou les points communs et de vous faire votre propre opinion sur ces programmes. Alors, parlez-nous de la place du 11 novembre. Laval en avant, à vous. Donc j'ai 1 minute, 2 minutes. 1 minute. Ou 1 minute. Alors vous savez que pour la place du 11 novembre, il y avait 2 projets urbanistiques, un qui cassait le giratoire en supprimant les accès nord-sud, un qui inversait la circulation en remettant en double sens l'avenue Général de Gaulle. Alors pour ma part, je ne toucherai pas au sens giratoire, je ne toucherai pas au plan de circulation pour la bonne raison que nous avons une gare routière scolaire qui se trouve place de Verdun avec 8000 élèves qui la fréquentent et avec un départ de bus tous les 10 minutes. Donc ça, je ne touche pas. Par contre, je piétonise la place du 11 novembre. Je bouge le monument aux morts, je l'amène à Vaufleury. Hein, par expérience, je suis le président des anciens combattants para. Je participe à toutes les cérémonies. Je peux vous dire que entendre la sirène des pompiers pendant la sonnerie aux morts ou le discours du préfet, c'est vraiment désagréable. Donc on l'amènera à Vaufleury où il y a le carré militaire. Je précise que des cérémonies se font à la fois à Vaufleury et Square Foch et que parfois, on met une navette pour monter les plus anciens des anciens combattants, avec une empreinte carbone qui n'est pas neutre. Donc je bouge le monument aux morts, je supprime le parking central face au Square Foch et je piétonise. Monsieur Cadenas, c'est terminé. Nous passons la parole à Laval écologique et solidaire. Donc personnellement, pour la place du 11 novembre, ce projet il s'inscrira dans un projet beaucoup plus global de centre-ville. Nous allons commencer évidemment par repenser le plan de circulation pour que les piétons, les cyclistes, les transports en commun et les voitures retrouvent leur place qui leur est due. Et que personne ne se sente pénalisé par cet aménagement. Nous souhaitons pour cette place qu'elle soit végétalisée, arborée et où il fasse bon se retrouver. Nous nous appuierons évidemment sur les études qui ont été menées et les envies émises par les Lavalloises et les Lavallois. Et nous ferons en sorte que tout à chacun se réapproprie cette place, ce point névralgique de Laval. Merci. Alors, Monsieur Berco, demain Laval ensemble. Il ne fonctionne pas ? Ah, décidément, bon, on va le blacklister celui-là. Donc effectivement, la place du 11 novembre, c'est une attente, c'est le cœur battant de notre ville, et ça ne peut plus être le rond-point du département. Il est temps de faire entrer cette place, qui est le symbole de notre ville, dans la modernité, dans le XXIe siècle. On a esquissé un travail, c'est une vision de la place du 11 novembre, qui est le fruit de la consultation qui a été menée depuis plus de 3 ans, mais aussi de nos ateliers participatifs que nous avons menés depuis plusieurs mois. C'est un dessin, une vue depuis l'hôtel de ville, à l'image de ce qu'on souhaite pour cette place du 11 novembre. C'est une place arborée où il y aurait un bassin d'eau avec un ponton et un kiosque d'information, puisque l'office du tourisme est trop peu visible là où il est situé actuellement. Mais il y a aussi l'axe piétonnier vélo qui permet de traverser la ville et d'assurer une continuité entre la rue de Bretagne, le pont et puis la rue de la Paix. Et puis la volonté d'une halle du XXIe siècle, béton végétalisé avec des panneaux solaires où pourraient se retrouver les commerçants de la halle Saint-Louis, mais aussi un espace associatif où on pourrait exposer la vitalité de nos associations. Merci. Nous passons la parole à Laval passionnément. Alors, vous l'avez compris, la place du 11 novembre va être refaite, ça c'est clair, et je crois que c'est une bonne nouvelle. Je rappelle que la concertation a été engagée il y a environ 18 mois et
qu'est-il ressorti du travail qui a été fait par plus de 1000 Lavallois? Premièrement, il fallait repenser totalement la place, en effet la rendre beaucoup plus verte, beaucoup plus agréable, où tous les transports peuvent se côtoyer harmonieusement. Et il fallait également penser une continuité commerciale. Et donc cette idée de créer une halle sur la place du 11 novembre nous apparaît comme importante, à la fois pour y mettre des commerces de bouche, y trouver une convivialité, on puisse manger sur place les produits qu'on aura achetés, et puis également mettre une enseigne commerciale, parce qu'on comprend bien que le commerce en centre-ville est très important et qu'on a besoin d'une sorte de locomotive. Il faut plus de 500 mètres carrés, d'où la nécessité de construire cette halle qui doit être la plus légère et la plus transparente. Et là encore, il y aura beaucoup d'avantages pour que les gens s'y sentent très bien, avec des couloirs de bus, avec des vélobus et avec, encore une fois, le plaisir de s'y trouver. Merci, Monsieur Pilon. Alors, chers candidats, vous avez évoqué votre projet pour la place du 11 novembre, mais qu'en est-il du reste du centre-ville? Oui, vous m'entendez? Oui, alors concernant le reste du centre-ville en matière de transport, en matière de circulation, moi je pense que c'est relativement équilibré. Et donc je n'ai pas de projet particulier concernant l'anneau de grande périphérie. Hormis que la revitalisation du centre-ville de Laval, de l'hypercentre, probablement profitera à l'anneau périphérique. Donc voilà, je n'ai pas de problème particulier, de projet particulier sur le grand anneau de périphérie. Laval écologique et solidaire. Alors personnellement, pour le centre-ville, nous souhaitons faire de la place du 11 novembre le point de départ de plusieurs circuits de balade accessibles à tous, que ce soit les familles avec enfants ou les personnes à mobilité réduite. Nous souhaitons aussi faire de cette place qu'elle soit le lien entre les rues commerçantes des deux rives. Concernant ces rues commerçantes, nous voulons redynamiser la rue du Val de Mayenne en instaurant sur l'îlot acquis par les municipalités précédentes une halle commerciale où les producteurs locaux pourront valoriser leurs produits au rez-de-chaussée et des logements sociaux aux étages afin d'améliorer la mixité sociale en centre-ville. Merci. Demain, Laval ensemble. Monsieur Verco. Donc effectivement, le centre-ville ne se résume pas à la place du 11 novembre, il est bien plus riche que ça. C'est presque 1000 ans d'histoire, Laval. Donc on a la chance d'avoir un patrimoine qu'il faut là aussi redynamiser, sur lequel il faut compter. Alors, on a plusieurs pistes de travail sur le centre-ville. Celle qui nous tient le plus à cœur, c'est la promenade balisée vélo-cycliste du viaduc jusqu'à Vénières. Ça me paraît important pour qu'on puisse circuler et faire cohabiter voitures, mais d'autres types de transports. La deuxième piste, c'est la redynamisation du pôle de loisirs de la halte fluviale, le transformer en halte de loisirs nautiques, avec un skatepark au square de Boston. Là aussi, on vous fait une esquisse de dessin dans notre projet. Il y a le sujet du Châteauneuf, sur lequel il faudra travailler ensemble pour lui redonner vie. On a plein d'idées, et notamment faire vivre notre histoire et à travers la réalité virtuelle. Et je pourrais éventuellement dire aussi qu'on veut le faire en concertation avec les commerçants, avec la Chambre de commerce et d'industrie pour redynamiser ce centre-ville. Laval passionnément. Alors, vous l'avez dit, la place du 11 novembre, c'est un élément de ce centre historique lavallois qui va, on va dire, du viaduc à Vénières, en passant par le Châteauneuf, la place de la Trémoille, et puis vers la préfecture. Il est important de bien montrer le patrimoine que nous possédons. Et si on part du viaduc, nous voulons une guinguette à la halte fluviale. Ensuite, nous voulons aller à la place du 11 novembre, puis monter vers le Châteauneuf. C'est un joyau absolument incroyable. Et nous voulons en faire l'office de tourisme, le centre de culture scientifique et technique, et pourquoi pas le centre d'interprétation du patrimoine et de l'architecture à venir. À partir de ce moment-là, près du Châteauneuf, je voudrais qu'on puisse construire un ascenseur urbain qui permettra de relier la place du marché, place de la Trémoille, au Pont-Neuf. On a ainsi une liaison qui est facilitée. Et puis également, ce qui me paraît très important, c'est que nous puissions travailler les rues commerçantes, qui sont très importantes, et également, je crois, travailler sur une grande rue qui serait une galerie Merci, de Monsieur tableaux. Pilon.
Alors, difficile de distinguer ce changement d'urbanisme sans évoquer l'impact économique, que ce soit sur les commerces ou le financement de ce vaste projet, mais aussi sur sa mise en œuvre opérationnelle. Et quand on entend tout ça, ça fait penser un petit peu aux food courts, ce qu'on voit aux États-Unis ou en Asie, en fait, des lieux où les commerces partagent. Par exemple, il va y avoir plusieurs restaurateurs, mais en fait, l'espace de restauration pour manger est partagé. Donc, c'est des lieux d'échange social, culturel. Et c'est vrai qu'un petit peu dans tous les programmes, on retrouve un petit peu cet esprit-là, sans en être vraiment sûr. Et finalement, on ne sait pas trop comment ça va vraiment se mettre en œuvre, tout ça. Par exemple, la liste Laval Passionnément propose de recruter un manager de centre-ville. Un petit peu le rôle, finalement, de donner du sens à ce qu'on vient de dire. Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus, finalement, sur ce rôle de manager de centre-ville, et puis peut-être s'il y a des villes qui l'ont déjà fait, leur bilan? Alors, bonsoir à tous. Par rapport au commerce, ce qu'il faut savoir, c'est que le commerce à Laval et à Laval Agglomération, ce sont 6 400 emplois à Laval Agglomération, dont 4 400 sur la ville de Laval. Et nous ne partons pas de rien, puisque nous avons, dès notre arrivée en 2014, mis en place une équipe avec une chargée de mission, qui était déjà là avant notre arrivée, un adjoint qui était en charge du commerce. Nous avons recruté un chargé de mission à l'échelle de l'agglomération, parce que le commerce ne se limite pas au centre-ville de Laval. Il fallait qu'on ait une vision stratégique du commerce à l'échelle de l'agglomération. Et nous avons mis en place, main dans la main avec les commerçants, plusieurs manifestations, dont le marché des Lumières, qui a lieu sur la place de la Trémoille, dont un certain nombre d'actions qu'on va continuer avec eux, notamment la concertation qui a été lancée dans le cadre du projet de la place du 11 novembre. Le chargé de mission aura pour rôle d'accompagner notamment les commerçants pour tout ce qui est montage des dossiers ERP et l'organisation d'événements avec les commerçants. Merci. Alors, nous allons quand même interroger les autres listes sur cette thématique. Pouvez-vous nous dire, alors on va commencer par Demain Laval, ce que vous pensez de cette proposition, et puis quelle est, votre vision de l'organisation des commerces dans cette évolution du centre-ville? Bonsoir. Le manager, on peut l'appeler comme ça existe depuis plusieurs municipalités. Un rôle important, un lien direct avec les commerçants au quotidien. C'est ce que nous souhaitons, à travers notamment une commission extra-municipale du commerce, où les commerçants, l'association des commerçants de Laval, ont un lien direct au quotidien avec les élus. Seuls les élus ne décident pas, c'est notre volonté. On leur a expliqué d'ailleurs cette semaine, en début de semaine. Et travailler sur les projets, qu'ils soient force de proposition au quotidien. Ça, c'est le premier point. Cette commission sera la clé de voûte de notre vision du commerce lavallois. Deuxième chose, trouver un équilibre entre le centre-ville et aussi les quartiers. Ne pas oublier le commerce dans les différents quartiers de Laval. Nous avons aussi dans notre programme le droit de préemption. Là où un commerce se meurt, là où un commerce ne sera pas repris par un commerçant, nous envisageons d'utiliser ce droit de préemption. Le temps est écoulé. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. On peut effectivement les applaudir parce que c'est un exercice, mine de rien, très difficile. Laval en avant. Votre avis? Pas d'opposition de principe sur le manager de ville. Je rappelle quand même que, comme il a été dit, le 5e adjoint au maire est responsable du commerce attractivité, mais il y a également une commission commerce attractivité. Alors, concernant la revitalisation du centre-ville, comme vous l'avez dit, effectivement, j'adhère tout à fait avec le droit de préemption municipale, de manière à favoriser le retour des commerces traditionnels dans la rue du Val-de-Mayenne, parce qu'on parle de refaire un bâtiment commercial sur la place du 11 novembre. Mais je dis qu'on devrait d'abord peut-être revitaliser la rue du Val-de-Mayenne. Pour ça, peut-être exempter de taxes professionnelles les commerçants. Mais ça a changé, c'est la CPE maintenant d'ailleurs. Au moins pendant 3 ans, et leur donner une place de parking. Et par ailleurs, favoriser le commerce éphémère dans la rue du Val-de-Mayenne. Vous savez, ces commerces qui, pour lancer un produit ou une marque pendant 36 ou 48 heures, peuvent animer la rue du Val-de-Mayenne. Et je pense que ça, ce serait de nature à ramener les commerçants, à ramener les promeneurs vers la rue du Val-de-Mayenne et redonner... Merci. Vraiment pas évident. Faut pas juger. Si vous étiez à leur place, c'est vraiment pas facile. Laval écologique et solidaire. Oui, bonsoir. Nous, on fera comme les autres. On fera aussi on recrutera un manager de centre-ville parce qu'on trouve que c'est une excellente idée.
Voilà. Donc cette personne-là aura comme mission d'animer la relation entre l'équipe municipale et les acteurs du centre-ville, donc en particulier les commerçants. Le rôle de ce manager sera aussi d'animer le projet de halle commerciale qui, comme on l'a dit tout à l'heure, sera plutôt dans la partie Val de Mayenne et non pas sur la place du 11 novembre. Et on a aussi 2 autres projets qui nous paraissent très importants. Un projet de halle civique et un projet de restaurant social. Donc le restaurant social, c'est pour permettre à tout le monde, c'est solidairement de pouvoir accueillir aussi des gens en centre-ville au restaurant, là où habituellement ils n'ont pas l'occasion de venir. Et la halle civile, ce sera un lieu pour accueillir en fait les personnes qui voudront et animer le centre-ville avec des activités culturelles, de la restauration. Voilà, donc ce manager aura cette mission importante de redynamiser le centre-ville, tout ça dans le respect de nos valeurs écologiques. Merci. Alors, nous venons de parler assez largement du centre-ville. Difficile du coup de ne pas évoquer les périphéries. D'ailleurs, les élus lavallois, précisons-le, représentent 43% des élus hors suppléants de l'agglomération. Du coup, quelle est votre position sur le développement périurbain, les zones d'activité commerciale? Il y en a certaines qui souffrent, d'autres qui se développent. Votre position, Laval passionnément. Écoutez, ce qui est important de savoir, c'est que quand on regarde les études de fréquentation, il n'y a pas du tout d'opposition entre les commerces de centre-ville et les commerces de périphérie. C'est vraiment une complémentarité qui s'opère. Et en cela, l'équipe qui a fait le mandat actuel a fait le travail de porter cette question justement à l'agglomération pour que ce soit un travail collaboré et intelligent. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il y a aussi une position ferme et une stratégie qui a été donnée par l'équipe, à savoir, tout simplement, se donner les moyens d'accueillir, comme le disait Didier tout à l'heure, des locomotives commerciales, puisque ces entreprises demandent des surfaces commerciales dont on ne dispose pas en centre-ville aujourd'hui. Des enseignes comme Mango ou la Fnac sont extrêmement exigeantes et demandent jusqu'à 500 mètres carrés. Donc, la construction d'une halle paraît une solution, mais aussi un élément incontournable du développement. Et le second point, c'est à l'agglomération... Ah, c'est dommage, c'est intéressant. Ben oui, mais tout est intéressant. Alors, Laval en avant, qu'en pensez-vous? Alors, concernant les offres commerciales de périphérie, vous savez que les dossiers se déposent à la C2SC et qu'en fait, c'est au niveau du département que les enseignes déposent les demandes d'autorisation. Concernant ça, vous savez qu'on a fait des études d'impact également sur les flux du centre-ville. On a plus de 200 000 personnes qui voyagent dans le centre-ville sur une semaine. On en a 35 000 qui sont le vendredi et on en a des pics de 1800 personnes de 16h à 18h le samedi. Et effectivement, comme il a été dit, on se rend compte qu'il n'y a pas une grande différence entre les commerces de périphérie et le centre-ville. Ça va plutôt se jouer au niveau de l'attractivité pour le commerce de centre-ville par rapport aux grands centres commerciaux périphériques. Mais encore une fois, pour nous, je veux dire que le maire de Laval, dans ce domaine, n'aura pas une grande latitude pour favoriser, hormis faire un peu de lobbying auprès des grandes enseignes. Demain, la Valence. Ah, un joker 20 secondes. Je tiens quand même à souligner que la mairie en place a quand même des moyens d'agir. Ça a été le cas en fait par l'équipe actuelle. Si on prend le cas d'une implantation de Super U qui était prévue tout simplement au cours de la mandature et qui aurait mis en péril des commerces dans le quartier des Touches. Donc l'équipe a retoqué le projet pour préserver les commerces. Merci. Un deuxième ou pas? Chaque liste a 6 jokers de 20 secondes. Un deuxième pour finir ou... Ok. Du coup, On je suis en est à complètement demain perdu. Laval ensemble. Voilà, merci. Bien, je vais essayer d'être plus rapide donc. Oui, évidemment, il y a des enseignes de périphérie et des enseignes de centre-ville. Ça, c'est évident et il n'y a pas d'antagonisme à mettre en place. Où je suis en désaccord, c'est sur le soi-disant bon équilibre qu'il y aurait aujourd'hui sur Laval. Nous estimons qu'il y a un déséquilibre notamment sur la partie ouest, au niveau de l'agglomération, au détriment de l'Est en périphérie. Et que ce déséquilibre nuit évidemment pour l'ensemble du dynamisme de l'agglomération, notamment des communes de l'Est de Laval, nuit également
au commerce du centre-ville et nuit également aussi, ne les oublions pas, au commerce des différents quartiers. Il faudra qu'au niveau de l'agglo, c'est pas au niveau de la mairie que ça se joue cette histoire-là, mais qu'on la joue un peu plus collectif sur l'esprit de développement économique tout autour de la périphérie lavalloise, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. Merci. Laval écologique et solidaire. Alors, il y a deux zones autour de Laval qui souffrent pas mal, la zone des Touches et la zone de l'habitat. En fait, on voudrait arriver à ce que ces zones-là, qui sont les zones par lesquelles on découvre Laval quand on vient de l'extérieur, hein, c'est ce qu'on rencontre, devraient être beaucoup plus aménagées de manière à ce qu'on puisse les rendre très agréables. Alors pour deux raisons. D'abord pour éviter de consommer de la terre agricole en continuant à gagner du terrain autour de Laval. Il y a suffisamment de terrain a priori pour subvenir aux besoins. Et il faudrait réaménager ces villes, ces zones d'activité pour qu'elles soient agréables, pour que les gens qui y travaillent puissent y trouver du plaisir à y aller, renforcer les trajets par vélo. C'est tout à fait possible d'aller, en habitant à Laval, d'aller à vélo aux zones des Touches. Et il faut que ça soit facile à faire et que finalement, ce soit agréable d'aller travailler dans ces zones qui pourraient du coup pouvoir devenir des zones de développement économique dans lesquelles les entreprises auront envie de s'installer. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va revenir un petit peu au centre-ville. Parce qu'on a parlé urbanisme et commerce, mais certains d'entre vous évoquent aussi des temps sans voiture pour un côté réduction du bilan carbone, mais aussi le bien vivre, pouvoir redonner un petit peu plus le centre-ville aux Lavallois, que ce soit le dimanche ou le week-end, selon les programmes, pour tout simplement avoir des temps agréables, culturels ou populaires. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre position à propos des temps sans voiture? Demain, Laval ensemble. Alors, je vais élargir la question, si vous me permettez, puisque nous sommes pour une écologie du quotidien. Et les valeurs écologistes, on n'a pas besoin d'un parti pour les avoir. Moi, dans ma première expérience professionnelle, je finançais des énergies renouvelables de manière participative. Ce que je veux dire, c'est que demain, il faut être pragmatique, il faut être incitatif dans l'écologie et il faut accompagner les changements de comportement, notamment vis-à-vis des transports. Alors nous, on porte deux mesures fortes sur ce changement d'habitude qui laisse pas la voiture reine dans le mode de transport. La première mesure, elle est à la fois écologique, elle est à la fois sociale, et elle est de soutien aux commerçants du centre-ville. C'est la gratuité des Tulles le week-end. C'est une expérimentation, elle paraît essentielle. Elle doit s'accompagner aussi du renouvellement du parc de Tulle qui doit là aussi rouler aux énergies propres, éventuellement avoir un cadençage différent. Et la deuxième mesure, c'est accompagner là aussi les nouveaux comportements comme l'usage du vélo et faciliter l'usage du vélo pour sortir de la simple bande cyclable pour aller vers de la piste cyclable sécurisée. Merci. Madame Aymon. Madame Aymon, votre position sur des temps sans voiture? Alors, je voudrais effectivement que nous imaginions tous des week-ends festifs mensuels dans Laval, des moments où on ait envie de se retrouver, de flâner en centre-ville, de déambuler, d'y faire des courses, de pouvoir se reposer et reprendre des achats parce qu'on est en meilleure forme. Alors, tout cela, ce serait tellement plus agréable, loin du bruit des voitures, des odeurs de gaz brûlé, que nous y songeons avec plaisir. Nous avons envisagé aussi les trajets, 50 trajets de bus gratuits par année. Donc, ce sera facile de venir sans sa voiture, profiter de ces week-ends. La vie associative, les possibilités de scène ouverte, il y a des différentes occasions d'enrichir l'activité en centre-ville, de faire que Laval, le dimanche, ne soit pas déserte quand on va vers le 11 novembre. Merci. Laval passionnément. Ces temps sans voiture, c'est une bonne idée, mais allons plus loin. Notre ambition, c'est pas de faire sans les uns ou sans les autres, mais c'est de permettre à l'ensemble des Lavallois de circuler tous les jours en harmonie. Ça passe par des parkings de proximité, discrets, végétalisés, travailler avec l'agglo pour des Tulles encore plus pratiques, et c'est inciter fortement aux mobilités douces, avec deux points majeurs, sécuriser l'usage et avoir une véritable continuité
de véritables pistes cyclables. Prenons l'exemple de l'axe viaduc à Vénières. Aujourd'hui, les deux quais sont à double sens. Vous prenez un quai dans un sens, un quai dans l'autre. Facilement, vous avez une voie sécurisée pour une mobilité telle que le vélo. Ce que je veux vous dire aussi, c'est ma vie. Avec ma femme, mes 3 charmants enfants, on a fait le choix de nous passer d'une seconde voiture, comme beaucoup de Lavallois. C'est possible et c'est même très agréable. Bravo. Laval en avant. Ah. Hop. Voilà. Merci. Alors, Monsieur concernant les temps sans voiture, je n'y suis pas trop favorable dans la mesure où j'ai du mal à imaginer les gens venant faire des courses en centre-ville, en trottinette ou en vélo. Parce que quand on fait des courses, on a des paquets, généralement on repart pas avec le paquet sur le porte-bagages. Donc ça me paraît difficile. Par contre, je souscris tout à fait à la proposition de Monsieur Berco. Effectivement, j'avais moi-même proposé sur une expérimentation de 6 mois de gratuité des tuiles les jours fériés. Ça me paraît quelque chose d'important. Pour ce qui concerne la circulation des vélos, je voudrais quand même vous faire remarquer que autant dans la conception d'une voie routière, c'est très important de pouvoir faire des accès et des départs sécurisés de bandes cyclables, autant quand on a déjà une voie existante, il est extrêmement difficile de pouvoir en faire une bande cyclable. Je donne souvent l'exemple de la rue de Lattre où vous avez 2 voies une voie qui se prolonge en 2 voies et qui termine sur un giratoire. On a créé une bande cyclable en prenant 1 mètre, 1,20 m sur la voie routière et ça provoque des engorgements. Donc je veux dire, il faudra bien le penser dans l'avenir, mais effectivement, je pense qu'il faut qu'on puisse aménager et équiper. Merci. Alors, vous pouvez prendre un joker si vous voulez compléter, de 20 secondes. Nous avons parlé du centre-ville, du cœur de ville, mais il y a aussi les quartiers. Pour une 50 ? Ah, Madame Aymon souhaite un joker. Un joker ? Oui. Très bien. Donc vous avez 20 secondes supplémentaires. Allez-y. Voilà. Si nous n'avons pas opté pour la gratuité des transports, c'est parce que nous considérons qu'il vaut mieux avoir des entrées par la billetterie et améliorer, avec les fonds qui seront ainsi préservés, améliorer le réseau, maillage, fréquence, amplitude des horaires et bus au niveau de service. Pourquoi le... Ah oui. Donc, merci. Revenons à la question suivante, à moins qu'il y ait... Non, c'est bon ? On a fait le tour des jokers ? Ouais. Donc, quittons le centre-ville pour aller visiter les quartiers. Alors, Émilien. Alors, pour les quartiers, forcément, c'est un vaste sujet. On a beaucoup parlé du centre-ville. Donc là, ce ne sera pas 1 minute. Petit cas particulier, ce sera 1 minute 30. Ou plus, si vous souhaitez mettre un joker et monter à 1 minute 50. Et donc, demain, Laval ensemble. Alors, la question peut-être, Émilien. Quelles sont vos ambitions et vos projets pour les quartiers ? Ouais, bah on est des amateurs, hein, pardon. Voilà, on est... Quelles sont vos ambitions, vos projets pour les quartiers ? Effectivement, les quartiers, c'est là aussi des poumons de notre ville, malheureusement, qui ont souvent été oubliés, mal entretenus. Et là, de toutes les rencontres que nous faisons, toutes les réunions publiques, c'est les mêmes questions. Vous nous avez, la municipalité nous a abandonnés, ne nous oubliez pas, nous avons besoin de vous. Ces quartiers-là, pourtant, beaucoup de Lavallois y vivent. Beaucoup n'ont jamais vu le maire. Je suis désolé, c'est ce que j'entends. Et c'est important aussi de pouvoir, merci de faire respecter la démocratie. C'est important d'avoir un projet pour eux, de les redynamiser, de soutenir les cœurs de quartier, les cœurs de commerce qu'il y a dans nos quartiers, pas que le centre-ville, mais de penser à eux. Alors nous souhaitons être à l'écoute des besoins au quotidien et nous faisons plusieurs propositions. La première proposition, c'est de faire ensemble, avec un budget participatif de chaque quartier. La deuxième, c'est la revitalisation des maisons de quartier, qui est là aussi avec une feuille de route claire, précise, qui fait en collaboration avec les habitants, avec les associations. C'est leur donner les moyens de réaliser leur mission sur lequel travailler. Troisième proposition, c'est un Laval Service itinérant. C'est de faire des permanences administratives dans les quartiers, parce que beaucoup de Lavallois n'ont jamais franchi les portes de l'hôtel de ville. Et pourtant, c'est la maison de tous les Lavallois. Donc l'idée, c'est aussi de venir à eux avec ces itinérances. Alors, si vous me permettez, je vais prendre un joker pour continuer à égrener, puisque ça me paraît essentiel de partir des quartiers. Parce qu'il y a une vraie attente là des Lavallois. Allez-y, on lancera les 20 secondes. C'est de travailler aussi à un grand plan entretien et propreté, puisque
je souhaite vraiment défendre le patrimoine du quotidien des Lavallois. Et celui qu'on utilise tous les jours, quand on sort de chez soi, c'est la voirie, c'est le trottoir. Il y a 300 km de voirie à Laval, 600 km de trottoir. Ils ont besoin d'être entretenus, tout comme nos équipements sportifs et culturels. Merci. Merci. Laval en avant. Vos ambitions pour les quartiers? Alors, je reviens rapidement sur la proposition de M. Berco. Effectivement, l'entretien des quartiers. Moi, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte depuis cet été. Effectivement, ce sont des observations qui reviennent. L'entretien des voiries, les mauvaises herbes, etc. Ça, je pense que c'est un effort sur lequel il faut appuyer. Concernant les quartiers, moi, j'envisage ça plutôt concernant les activités pour les plus jeunes. Je dirais les 10-15 ans. Et j'envisageais, moi, des pistes de skate dans les quartiers, en liaison, évidemment, avec les maisons de quartier, des pistes d'initiation pour les plus jeunes, mais effectivement nous lancer dans des programmes de formation et d'initiation de manière à terme pouvoir proposer un skatepark, et j'ai cru comprendre que beaucoup des candidats le proposaient, que je vois moi dans la zone de la filature. Donc partir de l'initiation, proposer un grand skatepark pour organiser des compétitions qui pourront déboucher aussi sur des formations d'initiateurs, sur des formateurs, mais ça peut être aussi du roller, du BMX, etc. Et ça va toucher vraiment les tout jeunes des quartiers. Et je pense que ça, c'est de nature, probablement, à les occuper durablement et puis à apaiser les tensions qu'il peut y avoir dans les quartiers entre les plus jeunes. Merci. Laval passionnément. Alors, je suis quand même surprise par ce que je viens d'entendre de la part de M. Berco par rapport à ce qui se passe au niveau des quartiers, parce que nous avons mis l'accent sur la participation citoyenne avec une multitude de dispositifs de participation citoyenne, les balades urbaines, les projets collaboratifs, les jeudis citoyens, les ateliers de la cité. Et les projets collaboratifs, c'était des projets portés par les habitants. On ne donnait pas de budget parce qu'on voulait qu'ils portent leur projet de l'idée jusqu'à la réalisation, et c'était quelque chose de très apprécié. Nous avons souhaité placer les Lavallois au cœur de l'action municipale, comme je l'ai dit à l'instant. Le budget participatif, nous allons également le mettre en place pour des projets qui seront co-construits par plusieurs quartiers. Dès lors que plus de 50% des quartiers portent un projet commun, il sera financé par un budget qui aura été voté par les Lavallois. Et nous souhaitons faire des Lavallois porteurs d'initiatives, de véritables contributeurs au changement dans nos quartiers. Je vais citer 3 quartiers qui me tiennent vraiment à cœur, notamment le quartier des Pommerets. On voudrait faire de ce quartier le quartier de l'innovation, puisqu'on va installer un technocampus dans ce quartier. Après l'installation de la licorne du village Baïséa, on ira encore plus loin, puisqu'on installera ce technocampus. Et nous allons continuer notre politique de promotion de l'accession à la propriété dans le quartier des Pommerets et dans les quartiers prioritaires. Pour ce qui est du quartier du Murat, il y a un sujet qui est le centre Murat. Nous allons installer une maison de santé dans ce centre, une crèche à horaire atypique, une pépinière créative pour les jeunes de ces quartiers qui souhaitent monter leur projet. Ils seront accompagnés. Et nous allons également installer des boutiques à l'essai. Et je finirai par le quartier Saint-Nicolas, qui est très important, puisqu'on y installera la plaine d'avant, donc un parc qui constituera le poumon vert. Deuxième joker, éventuellement. Madame Soultani a utilisé un premier joker pour 1 minute 50. J'aimerais bien finir. Deuxième, quand même, parce que, très bien, si vous le souhaitez. Parce que les quartiers, c'est quelque chose qui est très très important, parce qu'en fait, si on parle de commerce, si les gens des quartiers ne viennent pas dans le centre-ville, c'est comme si on n'avait rien fait. Donc je finis par le quartier de Saint-Nicolas, puisque nous transformerons la plaine d'Aventure en un parc qui sera le poumon vert de la ville. Ce n'est pas uniquement pour le plaisir d'avoir un espace vert ou un parc, mais parce qu'on souhaite assurer une réelle mixité sociale. Merci. Ah oui, 20 secondes, c'est court. Pardon. Voilà. Pour rappel, chaque liste a 6 jokers de 20 secondes pour allonger son temps de parole, ou tout simplement répondre à une autre liste. Monsieur Berco, un joker. Donc 20 secondes pour la liste Demain Laval Ensemble. Donc oui, moi, ce que j'entends, excusez-moi Madame Soultani, mais c'est qu'effectivement les quartiers ont été abandonnés. Et quand j'entends la volonté de mixité sociale, quand j'entends au dernier conseil municipal que Corbino, qui a été vendu pour faire des logements de standing, il faut surtout pas le transformer en Petit Hilar ou Petit Saint-Nicolas, ça veut bien dire la considération que vous avez pour les quartiers. Merci. Laval passionnément, une réponse?
Vous pouvez utiliser un temps de réponse, bien sûr, si vous le souhaitez. Vous avez encore des jokers à votre disposition. On les garde pour plus tard? Très bien. Alors, nous passons la parole à Laval écologique et solidaire. Pour nous, pour Laval écologique et solidaire, pour une vie sereine, conviviale et pétillante dans les quartiers, nous sommes convaincus qu'il faut renforcer le pouvoir d'agir des maisons de quartier. Et renforcer le pouvoir d'agir des maisons de quartier, c'est consolider les coopérations avec les collectivités et renforcer bien entendu les subventions. Nous aussi, nous mettrons en place des budgets participatifs, mis à disposition des conseils de quartier, des populations, pour que vivent, fleurissent de réels projets utiles. D'ailleurs, 50% de ces budgets participatifs seront alloués à des projets de jeunes, pensés par et pour les jeunes. D'autres mesures sont simples et sont concrètes à mettre en place pour redonner de la vie dans les quartiers. Développer les fêtes de quartier, favoriser l'élaboration d'une charte du bien vivre ensemble, du bon voisinage. C'est possible. Notre carte citoyenne, elle, vise par excellence l'émancipation des populations dans les quartiers. En effet, parce que les populations pourront se déplacer gratuitement, 50 trajets par an, ça fait un trajet gratuit par semaine. Ils pourront profiter, en plus, dans cette carte de citoyenneté, ils pourront profiter d'une large gamme d'activités socio-culturelles, de sport, de loisirs. Notre municipalité fera bien entendu la promotion de l'engagement civique des jeunes en s'appuyant sur les mouvements d'éducation populaire. Merci. Alors, le quartier, nous l'avons vu, déchaîne un peu les passions. On sent en tout cas chez chacun une volonté que la jeunesse puisse s'y épanouir. Alors la question qui va venir s'adresse plus précisément à Demain Laval Ensemble et Laval écologique et solidaire, qui globalement propose de renforcer fortement la solidarité et propose notamment la cantine à 1 €. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? On va commencer par Laval écologique et solidaire. Bonsoir Guillaume. Donc en fait, le dernier mandat, il y a eu des fortes baisses d'impôts qui ont été financées par des ventes d'actifs et aussi l'augmentation de certains tarifs par la municipalité pour les familles. Donc c'est pour ça qu'on veut revenir sur le tarif de 1 € pour les cantines de base, tout en proposant des repas bio, locaux pour développer l'économie circulaire et pour alimenter la nouvelle cuisine centrale qu'on a budgétisée à 6 millions d'euros. Ensuite, aussi pour les familles, ce qu'on a prévu, c'est la carte citoyenne. Donc, Camille vient de le dire, il y aura 50 trajets pour tous les citoyens de l'agglomération. Ensuite, il y aura un passeport sport et culturel dessus. On a prévu aussi la tarification de l'eau, qu'elle soit progressive, et aussi une mutuelle municipale avec des tarifs avantageux. Il y aura d'autres services. Comme la situation de la ville s'est améliorée, il n'y aura aucune augmentation d'impôts pour financer l'ensemble des services que nous proposons. Voilà. Merci. Demain, Laval Ensemble. Vous pouvez nous en dire plus sur la solidarité, la cantine à 1 €? Effectivement, la ville est là pour accompagner les personnes des plus petits jusqu'au grand âge dans la solidarité. Il faut garantir l'égalité des chances, la lutte contre les inégalités, et c'est notre priorité, cette justice sociale. Alors effectivement, qu'aucun Lavallois ne soit privé de déjeuner pour des raisons financières, ça paraît essentiel. Et là aussi, sur ces 6 dernières années, c'est 32% d'augmentation pour les tarifs de base de cantine et seulement 9% pour les tarifs des personnes les plus aisées. C'est ce que nous appelons la solidarité à l'envers. Nous, c'est pour une vraie justice sociale au quotidien et en commençant par les plus modestes, c'est faire plus pour ceux qui ont moins. Et ça paraît essentiel. Des tarifs juste pour tout le monde. Et puis j'ajouterais sur la cantine à 1 €, puisqu'on veut y revenir, c'est aussi apporter des produits de qualité bio et locaux, et puis un plan qualité alimentation et de lutte contre le gaspillage alimentaire, pour lequel nous sommes très attachés. Merci. Alors, les autres listes, peut-être êtes-vous d'accord avec cette mesure de solidarité de cantine à 1 €? En tout cas, on ne l'a pas vu dans les programmes. Monsieur Cadenas? Je voudrais quand même rappeler que la Chambre régionale des comptes a indiqué qu'elle a pointé du fait que le coût réel du repas, c'est quand même 10 €.
Donc, elle a indiqué que la part de financement de la ville s'élevait à 64%, ce qui était quand même excessif. Donc, je mets beaucoup de réserves sur la cantine à 1 euro. Le second point que je voudrais soulever, c'est sur le localisme. Je rappelle que depuis 2013, la ville de Laval fait acheter à la cuisine centrale seulement 20% des denrées alimentaires en local. Ce qui me paraît quand même peu. En réalité, nous sommes d'une terre où il y a de la viande, il y a du bœuf, du mouton, du porc, des cultures maraîchères. Je pense qu'on pourrait faire plus et nous engageons, nous, à faire au moins 5% de plus la première année, de manière à favoriser le commerce local. Merci. Laval passionnément. Allez-y. La solidarité envers les familles les plus modestes est évidemment primordiale, mais elle existe déjà. Pour ceux qui envisageraient de s'installer prochainement à Laval, sachez que c'est 1,38 €, le tarif d'entrée, ça correspond à moins de la valeur des ingrédients seuls. Sachez aussi qu'en cas de besoin, le CCAS est là avec une aide supplémentaire et globale. L'enjeu, c'est bien une alimentation globale et encore plus saine. C'est pour ça que nous porterons à 70% l'alimentation locale dans les menus. C'est aussi pour ça que le projet de cuisine centrale permettra d'être mieux adapté. Une alimentation locale, saine, responsable, c'est un devoir d'exemplarité pour la ville. C'est un devoir de pédagogie. Et en cela, la préservation concertée des jardins de Bourgard sera un levier important pour nous, avec par exemple l'installation d'une ferme urbaine et des jardins partagés. Merci. Laval passionnément. Alors, on commence à évoquer un peu des sujets de financement finalement avec la solidarité. On voit, vous l'abordez tous, la question du budget. Et tous vos programmes avancent des idées qui vont nécessiter le soutien d'associations pour voir le jour. Parfois même, c'est un moyen de faire baisser les coûts. Certains parlent à Laval d'un soutien inégalé aux associations. D'autres souhaitent augmenter les subventions ou les pérenniser, mais accentuer leur contrôle. Alors justement, comment voyez-vous les relations avec le tissu associatif dans les années à venir et la responsabilité, le partage des rôles entre le service public et le monde associatif? On donne la parole à Laval passionnément. Bonsoir. Alors, c'est vrai que notre chance à Laval, c'est à la fois la vitalité et la densité du milieu associatif. Madame Aymon le disait très bien. Plus de 850 associations qui sont actives. C'est l'ADN de notre ville, c'est notre quotidien, c'est des gens qu'on connaît, des bénévoles, nos voisins, nos amis. Donc, il est important de les soutenir. Pas faire à leur place, pas se délester en tant que collectivité, mais faire avec. Ça, c'est essentiel. Il ne faut pas brider les initiatives. Il faut bien entendu un soutien financier, mais il ne faut pas réduire le soutien, le partenariat aux associations que sous l'aspect financier. C'est un ensemble de choses, c'est des locaux, c'est du matériel, c'est de la communication. C'est pour ça que moi je voudrais insister sur 2 points principaux de notre programme. Le premier, ce sont des conventions triennales de financement pour donner un cadre sécurisé, rassurant, une stabilité financière aux associations sur 3 ans. Et le deuxième, c'est le développement, le renforcement, l'agrandissement de la maison des associations pour de la formation, du soutien, du conseil face aux complexités administratives. Merci. Alors effectivement, la ville de Laval, pour 2019, c'était 2 112 000 €, 498 si je me souviens bien, pour le soutien de 204 associations. Donc je souscris tout à fait, mais je sais que certaines associations thésaurisent, pourtant ce sont des associations loi 1901 à but non lucratif, et qui demandent quand même des rallonges budgétaires en fin d'année à la mairie. Donc je pense qu'il faudra quand même dresser un grand audit de manière à voir comment cet argent est dépensé. Ceci dit, on peut aussi constater que le monde associatif et le bénévolat souffrent un peu, puisque ça, c'est un petit peu un fait de société. Les gens viennent un peu consommer des activités et parfois, il y a des petites gestions de conflits au niveau des associations, ce qui démotive les gens qui les encadrent. Donc, je pense qu'il faudrait faire un effort de formation, notamment pour les 3 fonctions essentielles, le président, le secrétaire, le trésorier, de manière à pouvoir les habituer à gérer de petits groupements, faire un petit peu de gestion de conflits, un petit peu ce qu'on fait dans les modules de RH, de manière à les habituer. Merci, Monsieur Cadenas. Demain, Laval ensemble. Un joker pour 20 secondes de plus ou non? Très bien. Demain, Laval ensemble.
Alors oui, effectivement, les associations, c'est le dynamisme, l'attractivité de notre ville, c'est là aussi le cœur battant. Il faut les soutenir. Il faut commencer par les soutenir financièrement. Je suis désolé d'y revenir, mais là, c'est 200 000 € en moins chaque année, donc c'est plus d'1 million d'euros en moins. Et c'est pourquoi nous voulons revenir aux subventions en augmentant de 10% en moyenne l'aide financière aux associations. Mais vous avez raison, ce n'est pas que financier. C'est aussi la reconnaissance par la présence des élus sur le terrain, et notamment du maire, aux assemblées générales, aux représentations. Et c'est cela sur lequel je m'engage, le soutien, la facilitation d'accès aux équipements que je veux incarner demain comme maire de Laval. À la fois un soutien physique, de présence et un soutien financier. Et preuve en est, nous souhaitons mettre en centre-ville, sur cette place du 11 novembre, une vitrine des associations dans les halles du 21e siècle que nous avons présentées précédemment. Merci. Alors, Émilien, je crois que nous avons un joker. Joker? Qui? Comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Hein. Joker. Oui, alors je pense que sur les questions de financement, de subvention, on pourrait avoir des débats pendant des heures et pendant des années sur le sujet, ça on est bien d'accord. 200 000 €, oui, sauf que quand on regarde 200 000 €, c'est des sommes qui ont été réintégrées dans des budgets de fonctionnement d'autres services. Madame Dréano, par exemple, qui était à la FAL, est passée au théâtre. D'autres choses comme ça, quand on fait le calcul, c'est 200 000 €. Voilà. Merci. Merci. Et enfin, Laval écologique et solide. Ah, joker. Très bien. Nous repartons pour 20 secondes avec Demain Laval ensemble. On va rentrer dans le détail des chiffres, puisque moi j'ai regardé le budget de près, une association caricative, pour ne pas la citer, 12 000 € au budget en 2014, 9 500 au budget 2020. Une association d'aide aux handicapés, 6 200 € en 2014, 2 000 € seulement en 2020. Une association de soutien aux plus précaires, 5 000 € en 2014, 2 700 € en 2020. Voilà. Merci. Alors, juste peut-être, est-ce que nos maîtres du temps... Est-ce que nos maîtres du temps peuvent nous faire un petit point sur les jokers? Monsieur Pilon, 4 jokers utilisés. Madame Aymon, 1 joker utilisé. Monsieur Cadenas, 0 joker utilisé. Monsieur Berco, 3 jokers utilisés. Vous voulez que je le fasse à l'inverse? Il en reste 2, 5 pour Monsieur Pilon. 6 et 3. On est bon? On continue? D'autres jokers? Allez-y, c'est en promo. Non, je plaisante. Alors, Laval écologique et solidaire. C'est à nous, oui. Pardon? C'est à nous, oui. Allez-y. Laval écologique et solidaire est une liste composée majoritairement d'acteurs associatifs qui expriment pour beaucoup la difficulté dans la mise en application de leurs projets associatifs. Il nous semble urgent de développer une culture du partenariat entre les associations et la municipalité. Cette démarche s'appuiera sur une charte d'engagement réciproque. De même que pour donner du pouvoir d'agir aux maisons de quartier, il nous semble fondamental de pouvoir redonner du pouvoir d'agir aux associations et bien entendu, comme le disait tout à l'heure Florian, il faut aussi développer les signatures de conventions pluriannuelles d'objectifs qui permettent aux associations d'avoir des subventions plus généreuses. C'est aussi pour nous l'occasion de pouvoir valoriser l'action des bénévoles et les remercier pour leur travail au quotidien sur le terrain. De plus, un dialogue financier permanent garantit une transparence dans l'attribution des subventions. C'est important pour nous. Notre halle civique... Ah, c'est fini. Sauf si vous voulez utiliser un joker. Joker? Ouais. Donc 20 secondes de plus. Merci. Notre halle civique, c'est le projet phare de notre programme. C'est justement ce lieu de coopération et de mutualisation du secteur associatif. C'est le terreau propice pour pouvoir voir fleurir des projets culturels, des projets aussi qui permettent de développer une culture Fab Lab, coworking. Nous considérons également que l'économie sociale et solidaire est un levier fondamental pour le développement local. Nous le soutiendrons. Merci. Merci. Alors, on parle des associations, souvent avec une connotation sportive, culturelle. Et en parlant du sport, la liste Laval en avant propose d'investir plus dans des sports moins grand public pour se démarquer dans l'attractivité de la ville. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Monsieur Cadenas? Alors, j'avais évoqué tout à l'heure les pistes d'initiation pour le skate. J'envisage effectivement un grand skatepark que je vois, mais bon, ça, on peut en discuter. Je vois dans la zone de la filature pour des raisons d'accessibilité, mais un skatepark de niveau national pour pouvoir organiser des compétitions. Ça, c'est de nature à la fois motiver, intéresser et attirer les plus jeunes.
Le deuxième sport sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est le tir. La ville de Laval est propriétaire du stand de tir de Beau-Soleil et je pense que, pour être tireur moi-même, si on avait un stand de tir, un pas de tir à 200 mètres, on serait également en mesure d'attirer des compétitions de niveau national. Et enfin, le dernier point, je rappelle qu'on est quand même la ville qui a vu naître Jean-Claude Boutier, moi que j'ai bien connu, puisque j'habitais en face la charcuterie Rayon où il travaillait comme apprenti. Notre champion d'Europe welter, on a eu Stanislas Salmon, qui est également champion WC Méditerranée, qui prend actuellement l'USL, et puis on a Jordi Vess, qui a eu du mal à boucler son budget pour son gala de boxe. Je pense que... Merci, Monsieur Cadena. Alors, un petit Joker. Un joker, ok. Alors, un petit jeu. Oui, alors donc Jordi Vess qui mène très bien sa carrière, qui a 26 ans, qui sera probablement notre futur champion d'Europe welter. Et je pense que là aussi, on pourrait l'aider. Dans la mesure où la France vient de légaliser la semaine dernière le combat MMA. Et je pense que le combat MMA a été mis sous l'égide de la Fédération française de boxe. Et je pense que là aussi, il y a une carte à jouer. Une autre Deuxième joker, allons-y. Je pense que là aussi, on a une carte à jouer parce que les initiations, les formations, tout ça, ça intéresse. Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir récemment avec les jeunes de Mediascope Laval qui fonctionnent uniquement sur Internet et ils sont très intéressés. C'est pour ça, je pense qu'on pourrait aussi s'orienter dans cette direction. Merci beaucoup. Et maintenant, les autres, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de renforcer peut-être les moyens de ces sports moins connus? Et donc... Alors, Laval passionnément. Laval passionnément, merci. Oui, alors effectivement, c'est toujours des questions intéressantes. Il faut surtout écouter les envies, les projets des clubs sportifs, puisque si se singulariser, c'est avoir aussi une part de notoriété. Il faut pas avoir peur de se singulariser. Bien entendu, ça a été fait dans certains domaines, comme le e-sport. On pense au foot américain il y a quelques années, le boomerang encore récemment. Après, si la question de dire il faut plus miser sur un sport que sur un autre, moi, il faut aussi appeler à la prudence, puisque le rôle d'une collectivité, c'est d'assurer une forme d'équité entre l'ensemble des disciplines. On en a beaucoup à Laval, c'est assez important, tout en ne négligeant pas, comme on le disait tout à l'heure, les disciplines qui sont considérées comme peut-être sous-représentées. C'est pour ça que notre projet, il est le sport en général, accéder à un sport, c'est donner les moyens aux clubs, notamment par une politique d'équipement, enfin de rénovation d'équipement. On sait que rénover des équipements qui n'ont pas été pendant 20-30 ans, ça prend plus d'un seul mandat. Et puis, c'est aussi des choses comme le skatepark, par exemple. Merci. Laval écologique et solidaire? Oui, donc nous aussi, on veut développer évidemment le sport, mais pour ça, il faut déjà donner une visibilité à l'ensemble des sports, donc renforcer le pôle communication de la mairie et le mettre à disposition encore plus pour que tout le monde sache les sports qui ne sont pas mis en valeur. Nous, on a budgétisé en rénovation 8 millions d'euros sur l'ensemble du mandat. Donc, premièrement, rénover avec des modalités évidemment écologiques, signer aussi des contrats de performance énergétique pour diminuer les consommations des bâtiments et faire des économies. On propose aussi une salle avec des gradins pour développer les sports qui ont besoin et qui ne pourront pas accéder à l'espace Mayenne à l'heure actuelle vu les conditions financières qui nous ont été présentées. Et là-dessus aussi, nous proposons un anneau cycliste avec le vélodrome pour compléter, pour que tout le monde puisse accéder à ceci. Donc voilà, le sport est évidemment très important pour notre liste et on va mettre ça en œuvre. Merci. Demain, Laval ensemble. Le sport pour tous, bien évidemment, puisque ça véhicule des valeurs de vivre ensemble, de respect. Et on a la chance, là aussi, d'être dans une ville très sportive, avec une équipe de basket, du futsal, des champions, Jordi Weiss, mais d'autres dans le monde du kayak. Ça fait parler de Laval au dehors de ses frontières, même la Mayenne au sens large, et il faut continuer à la soutenir. Alors nous, on a plusieurs propositions. Une, c'est une instance de dialogue avec les clubs et les associations sportives, puisqu'on a la volonté de faire ensemble, de les soutenir et de co-construire, co-définir la politique sportive au niveau de la ville, mais aussi au niveau de l'agglomération. Deuxièmement, il y a une politique de rénovation des équipements à mener, puisque là aussi, on le voit, les équipements sont vétustes, il y fait très froid, il y a un gros problème d'isolation thermique, et il y aura des moyens à apporter sur ces équipements sportifs, puisque là aussi, c'est la vitrine de notre ville. Et puis, il y a le fameux espace Mayenne, c'est le rendre accessible à tous, pas que à la vie économique, mais aussi au sport et au monde de la culture. Merci. Merci. Ah, Joker. Oui.
On ajoutera aussi que la politique sportive dans notre municipalité restera une compétence de la mairie. On n'a pas envie de transférer ça à l'agglomération comme on a entendu ça au débat sport, parce que faire des promesses et après transférer tout à l'agglomération, ça nous semble pas du tout sérieux. Donc ça restera à la mairie parce que ce sont des services de proximité qui doivent être gérés par l'équipe municipale actuelle, enfin future. Merci. Donc le sport, vous voyez, déchaîne là aussi les passions, tout comme les quartiers. Allez, passons à un autre sujet, Emilien. Alors, un sujet qui gratte un peu. Parce que nous nous sommes tous rencontrés la semaine dernière pour filmer les entrevues. Et on a bien compris qu'il y a un sujet qui, finalement, est compliqué parce qu'il ne relève pas de la compétence du maire. C'est la santé. Mais on a quand même 28 médecins aujourd'hui à Laval. Dans les 3 ans à venir, 10 vont partir à la retraite. Alors qu'aujourd'hui, déjà, la Mayenne, dans son ensemble, compte 199 seulement médecins pour 100 000 habitants, ce qui nous place en 97e position derrière Mayotte et l'Eure, ou devant, si on peut dire. Devant, oui. Mais bon, loin derrière les autres, y compris Paris, avec 850 médecins à peu près pour 100 000 habitants, donc très très loin devant nous. Ce qui fait que, même si la santé n'est pas la compétence directe du maire, ou en tout cas qu'elle est limitée là-dedans, on peut se dire la mission aussi du maire, du conseil municipal, c'est essayer de porter haut et fort sa ville. Donc qu'est-ce que vous comptez faire? Ah, pardon. Donc justement, que comptez-vous faire pour la santé et plus particulièrement pour les médecins généralistes? Demain à Laval ensemble? Oui, donc sur la santé, c'est un sujet prioritaire et sur lequel il faut être combatif. C'est pas une compétence essentiellement municipale, mais on peut être porteur de projet. On faut être combatif. Le maire de Laval est quand même le président du conseil de surveillance de l'hôpital. On va avoir la chance d'avoir un hôpital qu'il faut renforcer. Il faut en parler positivement de cet hôpital, puisque c'est une force de l'avoir. Et donc, je compte être combatif sur ce sujet-là. Sur le sujet de la santé et des généralistes qui manquent, là aussi, il faut le prendre à bras-le-corps. On a la chance d'avoir dans notre équipe des compétences du monde médical et notamment un docteur qui est chef de pôle à l'hôpital, qui a administré un questionnaire à une vingtaine d'internes de l'hôpital et revient des arguments pourquoi vous resteriez à Laval. Un premier argument, c'est la raison familiale, être natif de Laval. C'est pourquoi on peut trouver une solution, c'est-à-dire parrainer un lycéen pour qu'il fasse ses études de médecine la première année à Laval et puis qu'il y revienne pour faire des stages et ensuite devienne médecin généraliste à l'hôpital. J'aurais pas le temps de dire plus, mais... Et non, on n'a plus de temps, effectivement. Sauf si vous voulez utiliser un joker. On passe la parole à Laval passionnément. C'est un sujet en effet essentiel, une préoccupation. L'équipe actuelle et ce que nous allons faire si nous sommes élus, c'est bien sûr continuer à travailler au contact des professionnels. Je rappelle que vous-même, à la Jeune Chambre économique, je crois que c'était Med for Mayenne, vous aviez essayé de faire venir des médecins. Vous aviez vu combien c'était difficile. Je crois qu'on a accompagné une maison de santé à Jules Ferry. On a trouvé une solution transitoire avec la maison Henri Dunant, où je rappelle quand même que 3400 Lavallois ont trouvé un médecin traitant grâce à des médecins qui sont bien sûr à la retraite, mais qui étaient très impliqués. Je rappelle aussi qu'on a lancé pour la première fois cette année 40 étudiants mayennais qui ont commencé leur première année de médecine. On peut donc espérer qu'ils aient envie de rester ici. Puis je voudrais quand même annoncer qu'il y a 2 projets de maisons médicales, de maisons de santé, qui sont annoncés sur Laval. Le rôle de la municipalité, c'est bien sûr d'accompagner et d'aider les médecins par des mesures qui peuvent concerner les loyers, les bâtiments ou l'accessibilité. L'attractivité de la ville est importante aussi pour faire venir les médecins. Merci. Laval en avant. Oui, alors comme il a été dit, effectivement, ce qui est un peu en trompe-l'œil, le maire de Laval est effectivement président du conseil de surveillance de l'hôpital, mais en fait, la politique de santé de l'hôpital est menée par le directeur de l'hôpital et son équipe de direction. Alors, vous savez que la médecine générale se féminise beaucoup. On a actuellement, en 2020-2021, 57% de médecins généralistes qui sont des femmes. Et dans les choix d'installation, les critères jouent beaucoup. Le bassin d'emploi pour l'époux, le conjoint, la scolarisation pour les enfants et le cadre de vie, l'accès à la culture, etc. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur Pilon, je pense qu'effectivement, en périphérie, le maire peut jouer sur l'attractivité de sa ville. Et en fait, c'est l'attractivité de la ville qui va amener les médecins à souhaiter s'installer dans la ville de Laval. Et je pense que l'effort, il est amené là, puisqu'il est entendu que le Code général des collectivités territoriales donne la possibilité au maire d'être un facilitateur, mais en aucun cas il ne peut être un réel moteur dans la politique de santé qui est encore, Françoise Zocchetto l'a dit hier dans Ouest France. Merci Monsieur Cadenas.
Nous passons la parole à Laval écologique et solidaire. Donc, à notre échelle, nous prévoyons un centre municipal de santé pluridisciplinaire qui répondrait aux attentes de jeunes médecins qui n'ont pas du tout envie de s'installer, qui préfèrent, à leur compte en libéral, qui préfèrent au contraire être salariés. De ce point de vue, c'est une démarche totalement différente de celle des maisons de santé qui correspondent au financement d'installations de médecins souvent déjà installés et qui bénéficient simplement d'un déménagement assez confortable, disons, sans que pour autant ça amène de nouveaux médecins dans Laval. Ça amène quelquefois une intensification des tensions entre les territoires, puisque des médecins qui viennent sur Laval quittent en réalité un territoire où ils étaient précédemment installés. Donc le centre municipal de santé que nous envisageons est totalement différent. Merci. Je prends des jokers, s'il vous plaît. Joker, 20 secondes. Nous soutiendrons tout développement de recherche qui permettra de coordonner les équipes hospitalières, la médecine en ville et la technopole, donc les chercheurs que nous avons sur cette technopole qui devient un technocampus à terme. Nous recruterons une psychologue ou une psychologue post-trauma. Merci. Joker. Alors on double le joker. Donc psychologue post-trauma pour accompagner notamment les femmes victimes de violences. Ce n'est pas la seule mesure en faveur de ces femmes. Nous aurons une politique ambitieuse d'accès aux soins avec une mutuelle municipale de santé qui permet d'avoir une complémentaire et de nombreuses mesures de prévention. Merci. Alors, on m'a chargé de passer un petit message, vu qu'on a pris un peu de retard au démarrage. On va essayer de réduire le temps de pause pour aller rapidement, finalement, à vos questions. Donc, si vous avez des questions à poser aux candidats, n'hésitez pas à les poser sur le papier, à lever la main. Des bénévoles vont passer pour récupérer vos questions. Et justement, on aborde la dernière thématique. Oui. Mais pas des moindres. Mais pas des moindres. Parce qu'on sait que le sujet des finances, c'est un vrai sujet, vous en parlez tous, et j'ai l'impression que vous êtes tous à peu près d'accord sur le fait que la situation s'est améliorée, elle n'est pas encore optimale. Moi, je dirais pas si c'est loin de là ou pas, ça je vous laisse le dire selon vous, je sais pas. Emilien, nous sommes neutres ce soir. Non, mais c'est ce que je dis, moi je sais pas. En tout cas, on constate qu'il y a des désaccords, et donc concrètement, tout ce que vous proposez, c'est finançable. Ça ne l'est pas. Alors, vous vous engagez surtout à ne pas augmenter les impôts, tout en proposant une forte solidarité et en poursuivant le désendettement. Alors, est-ce réalisable? Comment financez-vous? Quel équilibre budgétaire visez-vous? Nous passons la parole à Laval écologique et solidaire. Oui, alors, comme ça a été dit plusieurs fois, la santé financière de Laval s'améliore. Notre projet a été fait avec en regardant les programmes, le programme en fait c'est on investit où c'est utile. Par exemple, on va commencer le transport. Comme on fait un bon plan de transport, ça nous évite de faire des parkings aériens comme ça annoncé partout dans la presse actuellement. Un ascenseur urbain, pas besoin puisqu'on a des bons transports en commun qui sont mis en place. Ensuite, la philosophie, c'est qu'on va faire 2020, 2023 les services qu'on a annoncés. On va faire le plan piéton, le plan vélo et le plan transport avec l'agglomération parce qu'elle est en bonne santé. Et à partir de 2023, comme on a plus de possibilités, on fait la halle civique, la halle commerciale, la place du 11 novembre qui aura déjà commencé. Tout ça, évidemment, sans augmentation d'impôts. On a un projet qui est budgétisé à 60 millions d'euros. Donc ça, c'est tout à fait envisageable pour la ville, tout en désendettant. Donc on va continuer les performances. Merci. Laval Monsieur en avant. Cadenas. Laval en avant. Alors, je rappelle que le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est 76 millions d'euros de dette pour la ville de Laval et une capacité d'autofinancement nulle jusqu'en 2023. Ce qui veut dire que pendant les 3 premières années de mandature, le maire sera quand même un petit peu gêné aux entournures. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que je n'ai pas fait de projet pharaonique d'organisation ou de réaménagement du centre-ville. Je pense que de ce point de vue-là, il faut être quand même extrêmement prudent. La Chambre régionale des comptes a indiqué que les 3 leviers qui nous restaient, c'était soit la fiscalité, la pression fiscale, et il est hors de question qu'on augmente les impôts,
soit éventuellement la vente d'actifs. Et l'emprunt, pardon, j'oublie. L'emprunt, il est évidemment impossible de pouvoir emprunter de nouveau. Et enfin, la cession d'actifs sous réserve que la ville de Laval puisse en dresser l'inventaire. Je pense que, et d'ailleurs, c'est peut-être un peu pour ça aussi qu'on commence à voir des ventes comme Corbino, etc. Parce que la solution serait probablement ici. Joker, c'est bon? Non, c'est bon. Merci. Donc nous passons la parole à Demain Laval Ensemble. Oui, l'état des finances de la ville est préoccupant avec des indicateurs financiers très dégradés. C'est ce que signe le rapport de la Chambre régionale des comptes qui s'arrête jusqu'à 2018, mais qui annonce la couleur. Laval reste une ville très endettée. C'était encore mardi dans Ouest France. Il faut plus de 13 années pour désendetter la ville de Laval. On est la moins bien classée des villes de l'Ouest. Les emprunts toxiques ne sont toujours pas réglés puisqu'on en a jusqu'en 2025. Là aussi, ça va être préoccupant. Mais nous prenons l'engagement quand même de ne pas augmenter les impôts. Pourquoi? Parce que nous avons un projet qui porte d'abord le réaménagement de la place du 11 novembre. C'est le seul gros projet qu'on porte. Le reste, c'est la priorité au quotidien. On va investir dans le quotidien des Lavallois et dans tous les quartiers. Et le deuxième enjeu pour nous et qui est devant nous, c'est de s'attaquer enfin à cette dette et de la faire baisser réellement, la renégocier. La dette de la ville, mais aussi la dette de l'agglomération qui n'a cessé d'augmenter, plus 20 millions d'euros en 6 ans. Merci. Laval passionnément. Monsieur Berco, vous maîtrisez pas véritablement tous les chiffres. Simplement, je rappelle que votre colistier numéro 43, qui ne pourra pas être conseiller municipal, quand il est arrivé, il a augmenté les impôts de 30%. Nous les avons baissés de 10%. Et je vais parler de la dette. Alors, à notre arrivée à la ville de Laval, 2014, il y avait 85 millions d'euros de dette. À notre départ en 2020, il en reste 72. À notre arrivée, vous me laissez parler. À notre arrivée, l'endettement par Lavallois était de 1 585 euros. À notre départ, il est de 1 350. Donc, je pense qu'il faudrait mieux lire les chiffres, Monsieur Berco. Mais tout ça, le plus important, c'est de pouvoir investir, parce que bien gérer, c'est garder de l'argent pour investir et avoir la confiance des banques qui nous prêtent de l'argent. Nous avons 60 millions d'euros à investir sur notre prochain mandat et nous le ferons évidemment avec économie de manière à pouvoir rendre le plus de services publics possible. Et tous nos projets sont financés et nous avons une ville qui va beaucoup mieux qu'avant. Merci. Ah, nous avons un joker. Monsieur Berco, joker. Je réponds? Oui, joker, allez-y. Oui, Bruno Berthier, je ne me suis pas présenté tout à l'heure, directeur d'une banque coopérative. On n'a pas la même lecture, monsieur, du rapport de la Cour régionale des comptes. C'est un banquier qui vous le dit. La situation est préoccupante. C'est dommage parce que vous avez cédé pendant votre mandat 16 millions d'actifs. Vous avez eu des charges de personnel en diminution de 6 millions parce qu'ils ont été transférés à l'agglo et malheureusement la dette n'a pas baissé autant. J'en reprends un deuxième. Et la dette n'a pas autant baissé qu'elle aurait dû baisser. Notre objectif, c'est de transmettre aux générations futures, à l'issue de notre mandat, une situation beaucoup plus saine que celle que vous laissez. Sur les 30% d'augmentation d'impôts, vous en avez gardé quand même 20, et parce que vous ne pouviez pas faire autrement, monsieur. Joker. Alors, joker pour Laval écologique et solidaire, pardon. C'est votre dernier joker. Dernier. Ouais, je dirais, en fait, la dette n'a pas baissé parce qu'en fait, il y a eu un choix de faire des baisses d'impôts, donc sinon, elle aurait baissé beaucoup plus rapidement, c'était un choix. Deuxièmement, pour les emprunts toxiques, il y a une renégociation qui a été faite dernièrement à 1,1 million, ça arrive en 2025, et de toute façon, les annuités de la ville vont baisser automatiquement les prochaines années, c'est pour ça qu'on explique qu'il va y avoir plus de possibilités. Alors, un petit point, parce qu'on sent que c'est comme à la maison, quand ça part argent, c'est là qu'on s'engueule. Monsieur Pilon, il vous reste 2 jokers. Madame Aymon, vous avez tout consommé. Monsieur Catna, il vous en reste 4. Et Monsieur Berco, il vous en reste 1. On en remet un. Souhaitez-vous les utiliser? Alors oui, après, il y a les questions du public. Ah oui, ça reste sur tout le débat. Donc, on clôture cette première partie. Économie de jokers. Alors, c'est la pause maintenant. On va essayer de faire court. L'équipe de bénévoles va prendre vos questions et tout simplement essayer de dédoublonner tout ça. Et voilà, à tout à l'heure. Vous avez 10 minutes de pause.
On vous demande, s'il vous plaît, de bien respecter ces 10 minutes pour pas qu'on empiète trop. Nous avons choisi pour cette dernière partie de pratiquer quelque chose qui se passe à la Jeune Chambre économique française, qu'on appelle le caucus. Donc le caucus, c'est vous, le public, qui posez des questions qu'on a sélectionnées. Compte tenu du temps qui nous est imparti, nous n'aurons que 5 questions. Et les questions vont être posées par une série de membres. Donc chacun a une question à poser au candidat et les candidats vont répondre un à un à la question qui leur est posée. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que nous pouvons commencer? Donc même principe, 1 minute de temps de réponse. Au bout d'1 minute, on coupe le micro. Au tirage au sort, Monsieur Cadenas a été désigné pour parler en premier. Donc nous ferons un tour de piste de gauche à droite pour répondre. Donc première question. Quel est votre avis sur la situation des EHPAD à Laval et quelle évolution prévoyez-vous? Monsieur Cadenas. Bien écoutez, concernant les EHPAD à Laval, vous savez que la population lavalloise, 25% sont des gens de 60 ans, donc effectivement, il faut avoir une attention particulière pour les EHPAD. Mais ça relève un peu de la politique d'État. Au niveau au moment des présidentielles, on avait, nous, été favorables au maintien des hôpitaux de proximité, mais également au maintien des effectifs dans la fonction publique hospitalière. Et il me semble que quand même, il faudrait un signe de l'État, de manière à ce qu'on puisse, nous, s'engager au niveau de la municipalité en faveur des EHPAD, puisqu'il me semble évidemment qu'on doit faire quelque chose pour les EHPAD, et en particulier dans notre département. On parle souvent d'or gris, je trouve que c'est un petit peu péjoratif, mais quand même, quelque part, ça veut dire que dans les prochaines années, il ne faut pas voir ça comme une menace, mais au contraire comme une opportunité d'accompagner nos aînés qui ont beaucoup fait pour nous, pour être ce que Laval est aujourd'hui. Et donc, il faut vraiment considérer ça comme une opportunité plutôt qu'autre chose. Merci. On passe à Demain Laval Ensemble. Bonsoir, alors moi je me présente, déjà je suis Christine Droguet, je suis infirmière puéricultrice, donc évidemment la santé et les EHPAD et le bien vieillir est très important pour moi, je verrai dans ce sens en continu. Bien vieillir, c'est pas seulement les EHPAD aussi, pour nous c'est vraiment veiller à lutter contre l'isolement, à accompagner les personnes âgées le plus longtemps possible pour qu'elles puissent rester chez elles, donc travailler en œuvre avec les soins à domicile, les associations, lutter contre l'isolement, travailler beaucoup sur l'intergénérationnel. Il y a déjà des choses qui existent, mais vraiment les renforcer, les soutenir, ça c'est très important. La prévention, c'est l'essentiel pour bien vieillir et nous y œuvrerons en continu. Merci. Laval passionnément. Bonsoir, Gwendoline Gallou, je suis actuellement adjointe au maire et je suis vice-présidente du CCAS. Donc je vais vous parler de nos EHPAD à Laval. Nous en gérons 2 au CCAS, l'EHPAD Ferrier qui est tout neuf et l'EHPAD Estia. Nous avons une structure donc neuve, les patients, enfin les résidents sont accueillis de façon très agréable dans nos EHPAD. Nous venons aussi de voter un budget pour améliorer les conditions de travail, parce que que les EHPAD fonctionnent bien, il faut que le personnel reste et y soit bien. Nous venons donc de voter un budget de 80 000 € d'investissement pour soulager et prévenir les problèmes musculo-squelettiques. Concernant les EHPAD de l'hôpital, parce que je crois que ça intéresse beaucoup de monde, il y a un plan d'investissement et la reconstruction de 2 EHPAD, Jeanne Jugan et le Rocher-Fleury, qui arrivent et qui commencent cette année. Merci. Laval écologique et solidaire. Donc, effectivement, pour les EHPAD, c'est une question très très importante liée au vieillissement de la population. Donc, c'est fondamental de soutenir tous les efforts qui sont déjà engagés, qui sont importants. Ce qui est primordial, c'est que la personne âgée qui souffre de quitter son domicile, la famille qui souffre aussi, soit convaincu que dans l'EHPAD, il y aura un accueil, une qualité de vie. Ça passe effectivement par la qualité de travail pour les personnels. C'est un travail difficile. Et donc, tout ce qui pourra aller en faveur de la meilleure communication, d'une meilleure adaptation des matériels, des services,
une qualité de l'alimentation, une qualité de la relation avec les familles. Tout cela, ça demande évidemment des financements dans les limites des compétences de la ville. Tout ça, c'est absolument primordial pour une fin aussi heureuse que possible quand on ne peut pas être véritablement chez soi. Merci. Nous passons à la deuxième question, chers membres. Alors, comment comptez-vous valoriser le rôle social des associations? Et nous commençons par Demain Laval Ensemble. Oui, bonsoir, Georges Poirier, je suis dirigeant associatif et nous avons une bonne trentaine de responsables associatifs sur notre liste. Le rôle social d'une association, c'est d'abord le lien social. Hein, c'est pas le repli sur soi, c'est exactement l'inverse. Et donc, il faut favoriser d'abord les associations qui font du lien social, qui font de la bienveillance, qui font du vivre ensemble. Je crois que c'est vraiment essentiel. Et puis, il y a le nerf de la guerre. On va y revenir. Mais le nerf de la guerre, c'est quand même les subventions et le soutien aux associations. Et je suis désolé, mais pendant 6 ans, les grandes associations caritatives de Laval n'ont pas eu un centime de plus. C'est-à-dire que leur subvention a été gelée. Et donc, nous proposons que le premier conseil municipal qui suivra cette élection, on fasse d'abord un geste pour les grandes associations caritatives lavalloises. Merci. Laval passionnément. Bien sûr, le rôle social des associations, je crois qu'on est tous d'accord. On a la chance d'avoir eu un label européen ville conviviale et solidaire, et ça s'appuie bien sûr sur le rôle des associations. Je rappelle que nous avons prévu de signer des conventions d'objectifs. C'est-à-dire qu'on se met d'accord avec les associations pour savoir ce qu'ils veulent faire. Et en fonction de ces souhaits-là, nous les aidons sur des projets qui peuvent être financés sur 3 ou 4 ans. Ça me paraît totalement primordial. Nous voulons faire aussi tout un travail de formation autour des bénévoles, même organiser un gala des bénévoles parce que je crois que c'est extrêmement important. Et nous avons déjà entrepris de reloger un certain nombre d'associations dans de bonnes conditions. Au niveau culturel à la SCOMAM, la Maison des associations Noël Mélier, et nous donnons des moyens supplémentaires aux associations, encore une fois, en fonction des projets. Les subventions n'ont pas baissé aux associations, nous avons pris en charge directement certaines activités. C'est important. Merci. Laval écologique et solidaire. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, bien entendu, pour Laval écologique et solidaire, le milieu associatif est un milieu très important et il va de soi que pour renforcer le rôle social des associations et le valoriser, c'est déjà valoriser l'engagement des bénévoles en leur donnant du pouvoir d'agir. Et le pouvoir d'agir, ça passe par des moyens financiers, c'est le nerf de la guerre, on le sait tous. Mais il y a quand même aussi quelque chose qui est très important sur Laval. Il y a donc un local, un partenariat associatif géré par la collectivité dans de nouveaux locaux. Donc un très beau bâtiment qui a le mérite d'exister. Toutefois, ce serait très judicieux et fondamental de pouvoir lui donner plus de moyens pour avoir un meilleur rayonnement, une meilleure visibilité sur le territoire. Je le disais tout à l'heure, aussi soutenir les associations, c'est aussi renforcer le pouvoir et l'engagement des jeunes, que ce soit associatif. On peut aussi s'appuyer sur des dispositifs comme le volontariat en service civique et les juniors associations. Merci. Laval en avant. Alors effectivement, dans le cadre des associations, il faut distinguer les personnes plus âgées et les personnes plus jeunes. Alors concernant les personnes qui sortent de la vie active, effectivement, c'est du lien social, comme l'a dit M. Poirier, mais c'est aussi pour eux un moyen de rester dans la vie active, bref, de continuer à vivre. Pour les plus jeunes, ça peut être un moyen de lutter contre le désœuvrement. Et à ce titre-là, donc, je pense que la mairie a tout à fait son rôle à jouer vis-à-vis des plus jeunes, vis-à-vis des plus âgés. Mais encore une fois, c'est aussi une question de moyens. Et je souscris tout à fait au fait qu'il faille maintenir des moyens financiers pour l'ensemble des structures associatives. Merci. Chers membres, troisième question. Quel est le devenir de la salle polyvalente? Et je me permettrai de rajouter notamment le système de chauffage extrêmement performant. Merci Thibaut pour cette précision. Alors, on passe à Laval passionnément. Oui, pardon.
Alors, le devenir de la salle polyvalente, il est assuré. Je rappelle qu'on a déjà mis cette année 500 000 € dans la salle polyvalente. Ça ne se voit pas, même si le chauffage est un peu restreint, mais nous avons mis les normes de sécurité et l'accessibilité. Cette salle est extrêmement importante, on s'en rend compte, elle est très demandée, et là, elle est justement à la disposition des associations. Elle le sera de plus en plus, puisqu'un certain nombre de compétitions sportives ou des salons qui se déroulaient ici se dérouleront à Espace Mayenne. Par conséquent, on doit repenser cette salle polyvalente, notamment bien séparer l'auditorium de cette salle ici, pour qu'il y ait des manifestations qui puissent se dérouler simultanément. C'est, je crois, aussi un pôle d'animation de la place qui est extrêmement important. On va demander à des architectes de réfléchir sur l'animation de la place et de cette salle polyvalente, mais je rappelle que c'est vraiment un lieu extrêmement demandé par toutes les associations lavalloises et qu'on doit refaire, en effet, à la fois l'esthétique, mais ça va devenir un monument historique, figurez-vous, parce que l'État souhaite le classer, et c'est également un lieu où la convivialité de Laval se trouve. Merci, Monsieur Pilon. Laval écologique et solidaire. Oui, donc la salle polyvalente, on a là notre projet de la halle civique et ça peut être la salle polyvalente qui sera transformée en halle civique. Évidemment, comme ça a été dit, toutes les associations veulent le faire, mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit un lieu qui vive toute l'année, si c'est la salle polyvalente. C'est aussi budgété dans notre programme pour la transformer. Peut-être que ça sera un autre lieu, mais de toute façon, c'est budgété pour transformer la salle polyvalente, parce que c'est bien beau d'annoncer qu'on va moderniser la salle polyvalente, mais vu tous les projets qui ont été annoncés dans le culturel à l'heure actuelle, ça sera globalement impossible de le faire. Parce que si on fait le vieux château, si le musée aussi on le déplace, plus la salle polyvalente, plus le reste, aujourd'hui c'est pas possible d'annoncer qu'on y a un projet de 60 millions d'euros, si en plus on fait la salle polyvalente. Donc nous, aujourd'hui, on a choisi que la halle civique peut-être sera ici, mais en tout cas, on n'annonce pas qu'on va faire partout des projets parce qu'aujourd'hui, la situation de la ville de Laval ne pourra pas. Il faut à un moment donné, quand on décide, enfin être maire, c'est décider et à un moment donné, il faut ça. Monsieur Cadenas, Laval en avant. Alors effectivement, je pense que le successeur du palais d'industrie, qui est la salle polyvalente, doit être maintenu. Je ne fais pas de procès d'intention à Monsieur Pilon. Je veux bien croire qu'il ait engagé des fonds pour la rénovation de cette salle. Il serait déplorable qu'elle disparaisse. Moi, ce que je vois, c'est qu'on pourrait l'utiliser en salle d'exposition temporaire. Et par ailleurs, je me souviens que traditionnellement, tous les ans, dans le Parc des Loges, on avait une grande foire à la brocante. Moi, je verrais très bien ici Laval s'engager dans le prêt de cette salle polyvalente pour organiser cette grande foire à la brocante qui a disparu sur la zone de Saint-Berthevin. Mais en tout état de cause, effectivement, je pense qu'il faut rénover cette salle. Merci. Demain, Laval ensemble. Ah, cette salle polyvalente, c'est devenu un vrai symbole de notre ville. Et pourtant, vu son architecture, son urbanisme, elle a pu poser question pendant longtemps. Force est de constater qu'effectivement, il fait très froid dans cette salle et qu'il est grand temps de l'isoler, de la rénover, puisque, faut le rappeler, toute énergie, tout bâtiment isolé, c'est des énergies en moins, c'est des économies en plus. Donc ça paraît une priorité essentielle. Deuxièmement, ce qu'on peut constater, c'est que cette salle polyvalente, il va falloir travailler aux complémentarités avec l'espace Mayenne. Et là aussi, le problème a peut-être été pris à l'envers. On a créé un espace Mayenne sans réfléchir à ce qui se passerait dans cette salle polyvalente. Donc là, il y aura des complémentarités à avoir. En tout cas, l'espace Mayenne va nous permettre de libérer de l'espace et permettre plus d'activités dans cette salle polyvalente, ce qui est une bonne nouvelle. Merci. Chers membres, 4e et malheureusement dernière question, mais il faut bien savoir s'arrêter un jour. Alors, on commence par... Quelle structure proposeriez-vous pour les personnes en difficulté? SDF, migrants? Laval écologique et solidaire. Donc pour ces personnes-là, nous voulons beaucoup plus de dignité, beaucoup plus de sécurité. Il s'agira d'abord de proposer une halte de nuit dans de meilleures conditions, dans des bâtiments pérennes, des bâtiments salubres, avec une stabilité qui évitera aux associations de passer leur temps à chercher des solutions. 2 accueils de jour différenciés parce que les personnes concernées sont très très diverses et ça permettra de distinguer un accueil beaucoup plus familial d'un accueil pour d'autres personnes davantage isolées. 3e mesure, un restaurant social qui permet à 1 € pour le tarif premier
n'importe qui de venir y manger correctement. Donc dormir, manger, avoir... Merci. Voilà. Laval en avant. Alors effectivement, concernant l'abri de nuit, vous savez qu'on dispose d'un abri de nuit de 56 places dans la rue du Dépôt, près de la gare, qui sont effectivement essentiellement occupés par des migrants actuellement, clandestins ou pas. Mais nous avons encore des Lavallois en grande précarité qui dorment encore dehors. Donc effectivement, je ne peux que souscrire au fait qu'il faut une structure adaptée de manière à pouvoir porter secours à ces gens qui sont dans le besoin. Je mets à part l'aspect des migrants puisque ce n'est pas de la politique de la ville, mais évidemment j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce domaine-là. Mais effectivement, je souscris tout à fait à la possibilité d'augmenter cette halte de nuit, voire de l'agrandir de manière à augmenter ses capacités d'accueil. Merci. Demain Laval ensemble. Je commencerai par rappeler un chiffre à fin 2018, c'est quand même un Lavallois sur 5 qui est pauvre. C'est un article de Ouest France. Donc la solidarité, elle est essentielle dans notre ville. Donc ça passe pour les Lavallois, pour les migrants et pour soutenir les SDF aussi. Alors comment agir ? C'est commencer par soutenir nos associations, soutenir les structures qui existent déjà, la halte de jour, la halte de nuit, nos associations de solidarité, comme Georges Poirier l'a rappelé, qui au quotidien, à travers les maraudes, à travers leurs actions, notamment Secours Populaire, Restos du Cœur, et je pourrais en citer énormément, heureusement nous les avons. Donc l'idée c'est de ne pas faire à la place d'eux, mais bien sûr les accompagner dans leur rôle social et agir dans la solidarité pour le plus grand nombre. Ça me paraît essentiel. La pauvreté doit être un combat de tous les jours. Merci. Laval passionnément. Comme vous l'avez tous souligné, il existe une halte de nuit que nous avons mise en place avec les associations caritatives qui a 50 places près de la gare. Ce sont des locaux qui sont plutôt robustes, qui ont servi à loger d'anciens, comment dirais-je... Peu importe, bref. Il y a la halte, l'accueil de jour, qui est la porte ouverte, qui accueille toute la journée les personnes migrantes à Laval. Nous avons essayé aussi de coordonner l'aide alimentaire, parce que c'est très important, d'essayer de faire en sorte que ces personnes n'aient pas faim, parce qu'il y a beaucoup de femmes avec des enfants. Et nous aidons la plupart du temps au CCAS pour les primo-arrivants, nous les accueillons à l'épicerie sociale et leur donnons accès à de l'alimentation locale et riche, ainsi que des activités. Merci. Alors, bien évidemment, vous avez tous posé beaucoup de questions et j'imagine votre frustration à ne pas entendre là où les questions que vous avez posées. Rassurez-vous, elles seront toutes transmises aux candidats qui pourront effectivement les étudier et voir ce qu'ils en font. Nous arrivons au terme de cette soirée. Alors, pour conclure, nous allons laisser à chaque tête de liste 1 minute pour nous donner le mot de la fin. On commence par Laval en avant. Alors, en 1 minute, je vais faire assez rapidement, d'autant que nous avions un petit schéma de réponse. Alors, quelles mesures je soutiendrai en priorité? Probablement la piétonisation de la place du 11 novembre. Si je devais abandonner une mesure, laquelle ce serait? Peut-être revoir légèrement à la baisse les subventions de la ville, afin de ne pas lourdir les finances. Concernant le rôle du maire, quel maire je serais? Évidemment, c'est ma formation militaire, j'aime pas trop les intermédiaires et je m'implique directement avec les personnes concernées. Donnerez-vous des consignes de vote en cas de défaite? Non, bien sûr, puisque tous les gens qui sont autour de moi ont été à plus ou moins longue échéance des responsables de la gestion de la ville. Donc je ne conseillerais pas à mes électeurs de se ranger dans une voie de garage. Que ferez-vous si vous ne remportez pas les élections? Écoutez, je suis président de l'ancien combattant des parachutistes de la Mayenne. Je continuerai. Je fais aussi des conférences sur une période historique qui m'intéresse, savoir la période contre-révolutionnaire sur la chouannerie de la Mayenne. Je continuerai. Et enfin, quel bilan présenterez-vous aux Lavallois? Un bilan positif, j'espère. Merci beaucoup. Demain, moi aussi, mon couplet. Merci.
Donc demain Laval ensemble, le mot de la fin, s'il vous plaît. Bah moi, j'invite dès le 15 mars à se tourner vers l'avenir avec Demain Laval ensemble et voter pour le renouveau. Alors nous sommes une liste de gauche puisque nous défendons la justice sociale, le dynamisme économique, la responsabilité écologique. Nous sommes une liste citoyenne, non partisane, et je dirais qu'on est au centre de gravité de la politique lavalloise puisque on a 2 listes à gauche, 2 listes à droite, et nous avons une équipe compétente qui est prête à assumer les responsabilités dès le lendemain de l'élection. Et puis enfin, et surtout, nous portons un projet d'avenir qui compte répondre aux défis de demain et surtout qui pense aux générations futures. Alors nous avons des réponses concrètes pour répondre à ces priorités du quotidien. Des tulles gratuits le week-end, une police municipale renforcée, faire plus pour ceux qui ont moins, des pratiques sportives et culturelles ouvertes à tous. Nous avons démontré pendant cette campagne que nous savons faire la politique autrement. Nous la faisons collectivement avec les Lavallois et c'est le projet que nous portons. Et je compte être demain un maire dynamique, à l'écoute, disponible tout au long de l'année dans tous les quartiers. Merci. Laval passionnément. Bien, vous l'avez constaté, Laval passionnément, elle est faite de passionnés. Et ce soir, je suis quand même content d'avoir eu à mes côtés 6 colistiers. Samia, Aurore, Alexandre, Henri, Philippe et Gwendoline. Ça montre, là encore, la pluralité de la liste et la solidité de la liste. Je voudrais moi aussi rappeler que si nous sommes élus, eh bien, nous serons vraiment à l'écoute des habitants. Je souhaite être éventuellement le maire qui initiera un changement de Laval, un véritable changement vers une ville verte avec des parcs, ça me paraît encore très important, vers une ville où les transports doux seront protégés, je pense notamment aux pistes cyclables, une ville qui aura un cœur de ville repensé, mais en harmonie avec les quartiers. Il faut développer l'harmonie. C'est ça qui fera qu'on vivra bien ensemble. Et enfin, parce que la ville est bien située dans l'ouest, il faut rendre notre ville la plus attractive possible. Et ça, on le fera avec tous les Lavallois, qu'ils soient dans les associations, dans les quartiers, dans le centre-ville et dans notre liste. Merci, Monsieur Pilon. Laval écologique et solidaire. Donc, comme vous l'avez compris, nous avons un projet global pour la ville et pour l'agglomération, pas un saupoudrage de mesures. Laval doit devenir une référence, un territoire qui donne envie de s'installer, d'y développer une activité économique, sportive, culturelle, de rester, même pendant les vacances, même quand on a les moyens de partir ailleurs, parce que la vie y sera agréable. Nos valeurs d'écologie et de solidarité nourrissent cette vision d'une ville heureuse où la justice sociale ira de pair avec les exigences environnementales et pas seulement le temps d'une campagne électorale. Je serai la première femme maire de Laval, si vous le voulez. Merci. Merci. Alors juste avant de conclure cette soirée, petite précision, les candidats ont des permanences de campagne. Ils se tiennent à votre disposition d'ici le premier tour pour vous y accueillir et répondre à vos questions plus directement que ce soir. Et ils sont également à votre disposition pour ceux qui auraient encore quelques petites minutes après cette soirée pour éventuellement échanger avec vous. Et avant de terminer, je voudrais juste faire quelques remerciements. C'est bientôt fini, je vous rassure, mais déjà un premier remerciement aux candidats, aux colistiers qui étaient présents ce soir. Merci de votre participation, merci de votre investissement. Alors, merci Madame Aymon. Merci Monsieur Berco. Merci Monsieur Pilon. Merci Monsieur Cadenas. Ainsi évidemment que leurs colistières et colistiers. Nous remercions également les équipes de la salle polyvalente, sans qui cette soirée n'aurait bien évidemment pas été possible. Merci beaucoup. La société AGEP Sécurité. Alors effectivement, la société AGEP Sécurité était primordiale dans le dispositif puisque sans elle, véritablement, la soirée n'aurait pas pu avoir lieu. Alors c'est une jeune société qui vient de s'implanter sur Laval, qui pour autant a été créée en 2014 en région parisienne. Elle est dirigée par Monsieur Thierry Langlais, qui a 30 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité. AGEP Sécurité est en mesure d'assurer tout type d'événements, sécurisation de tout type de sites, en y plaçant les agents les plus aptes à remplir les missions demandées. Donc nous remercions sincèrement les 8 agents qui ont accepté d'assurer ce soir bénévolement un service de qualité pour nous assurer la sécurité de la salle. Et je vous encourage vivement, si vous avez des événements à organiser, à les solliciter.
La société d'Arras, entreprise lavalloise familiale qui perpétue le travail du bois depuis 5 générations. Tous les produits fabriqués sur commande. Et quel que soit votre projet, les designers vous apportent une réponse personnalisée, vous proposent les modèles très haut de gamme de qualité dont la fabrication est assurée de A à Z, ici en Mayenne. Et donc merci, c'est le mobilier que vous pouvez voir sur scène. Là aussi, ça peut paraître un détail, mais toutes les dépenses qu'on peut éviter, eh bien, c'est le bienvenu puisque nous avions très peu de soutien financier. Alors bien évidemment, nous remercions tous les membres de la Jeune Chambre qui ont tous été présents ce soir pour nous soutenir, qui ont été nos maîtres du temps, nos modérateurs, nos photographes, nos vidéastes, nos serveurs. Merci à eux. Et moi, je veux remercier la commission Entrevue citoyenne, Julie, qui a présenté avec moi, qui m'avait proposé de lancer le projet en tant que présidente. Des fois, on met le doigt dans un truc, on se rend pas vraiment compte de ce qu'on va faire. Aude, je sais pas où est passé Aude, mais la fée logistique, sans qui, franchement, ça aurait été très compliqué. Et Benoît, monsieur affiche, qui m'a énormément supporté pour qu'on crée les affiches, qu'on fasse des panneaux pour communiquer, et qui, bon, malheureusement, ont été retirés très vite, mais ça, c'est pas grave. Et bien évidemment, on remercie très chaleureusement Émilien, le directeur de la commission. Alors Émilien, il s'est donné à 100% dans ce projet. Il n'a absolument pas compté ni ses jours, ni ses nuits. Les nuits, ouais. Il a entièrement réalisé le site internet ID Citoyen, donc que vous avez pu découvrir, et qu'il a mis à disposition des 28 jeunes chambres françaises qui ont organisé les entrevues citoyennes. Il a monté intégralement les vidéos que vous avez vues et il a rédigé quasiment entièrement le fil de cette soirée. Donc bravo Émilien et merci pour ton investissement. Et surtout, le 15, le 22, votez. Et merci à vous de nous avoir accompagnés durant toute cette soirée. Bonne soirée à tous. Et si vous voulez rester encore quelques minutes pour discuter avec les candidats ou leurs colistiers, n'hésitez pas. Ils sont là pour ça.